Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hey, il y a déjà les mondes. Que je prenne la bonne fenêtre. Salut Chino. Ouais, mais c'est exactement ça, Chino. C'est vraiment ça. Je désespérais de pouvoir réussir à restreamer un jour. Ouais, ces jours-ci entre effectivement, le festival de Gérard May que j'ai fait en entier avec la sororité, et là j'ai enchaîné dès le lendemain, dès le lendemain de la fin de Gérard May, j'ai enchaîné avec les Mycéliades. Donc les Mycéliades, je rappelle, c'est un salut Ackman, c'est un et salut Franck Calzone.
Les Mycéliades, c'est un festival qui vise à, comment dire, à se faire rencontrer, on va dire, cinéma et médiathèque, et qui organise tout un tas d'événements à travers la France autour de la science-fiction, avec des conférences, des tables rondes, des présentations de films, ce genre de choses. Donc, j'avais déjà participé l'année dernière, et là cette année, je reparticipe en faisant à la fois des analyses de Matrix en salle dans le cadre de projection du film, soit une conférence que j'avais déjà donnée l'année dernière justement sur la représentation du corps féminin dans la science-fiction, enfin dans les films de science-fiction. Donc voilà, et c'est effectivement là j'ai déjà fait une date à Caen, ainsi qu'une date à Paris, et demain soir je suis à Tours pour Matrix, le dimanche je suis à Jouer les Tours pour la conférence, et la semaine prochaine, je fais 2 dates à Noisy-le-Grand. Donc, ouais, ça explique que pour le moment, malheureusement, je stream pas beaucoup. Mais, et que ça me manque de jouer à des trucs avec vous, de streamer des trucs, surtout qu'il y a plein de streams que j'ai envie de faire, plein de trucs sur le feu. Mais voilà, la période est un peu compliquée. Alors, ouais, Gérard May, ça s'est bien passé. Je vais vous en parler un peu, c'est le but aussi. Surtout que Companion, donc le film dont on va parler ce soir, était le film d'ouverture. Alors moi j'avais eu la chance de déjà le voir en projection presse, mais voilà, je l'ai revu avec plaisir lors de l'ouverture et je l'ai encore plus aimé la deuxième fois, on va en parler évidemment. Mais oui, le festival s'est très bien passé, mais c'est hyper sympa comme festival. Gérard May, c'est quand même déjà le cadre est vraiment super. On est très bien reçus. Là j'étais avec les meufs de la sororité, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés toutes les 5 pour réussir à faire quelque chose ensemble. La sororité, je rappelle du coup pour les gens qui nous suivent pas forcément sur les réseaux, c'est un collectif que j'ai co-créé avec d'autres créatrices web qui parlent de cinéma de genre, donc avec lesquelles on fait souvent des lives sur YouTube, parmi lesquelles Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach, Léo du blog Léo Iorillo et Fucking Cinéphile, Jess de aussi Fucking Cinéphile, et pardon, Jessica du blog Bon Chic Bon Genre qui parle aussi des représentations dans le cinéma de genre. Donc bref, on a un peu tous ces centres d'intérêt communs. Et donc on a créé ce collectif il y a un certain temps, et c'est pareil, c'est un peu des hauts et des bas, il y a des périodes où on fait plein de choses, des périodes où on fait moins de choses, on n'a pas le temps, on a du mal à caler nos emplois du temps, etc. Et donc là pour Gérard May, on a réussi à tout se caler, on a proposé une proposition de conférence sur le fantôme féminin, enfin la représentation du fantôme féminin à travers les âges dans le cinéma, qui a été acceptée parce que le thème de cette année du festival c'était le fantôme, et donc voilà, on y a été pour donner une conférence, et on a été contente de toutes se retrouver et vivre le festival ensemble, quoi, donc c'était très chouette. On a vu des chouettes films, on a vu aussi des moins chouettes films, hein, comme dans tout festival. Satisfaite de certains prix donnés, certaines récompenses, et très frustrée par d'autres, mais bon, ça aussi c'est le principe. Salut Charcoloutre, salut Azazel, bienvenue, bienvenue. Euh, et bref, non, c'était très chouette. On a eu, alors je ferai un stream dessus aussi. On a notamment eu un coup de cœur un peu, enfin globalement partagé pour Oddity, qui était en compétition, qui a eu le prix du jury. Non, pas le prix du jury justement, dommage. Le prix du public et le prix du jury jeune. Non, je dis encore des bêtises. Putain, je suis désolée, il faut que je me refasse, hein. Prix du jury jeune, c'était The Wailing. Il a eu le prix. Non, il a eu que le prix du public en fait. C'est The Wailing qui a eu prix du jury jeune et prix de la critique. Donc bref, Oddity a quand même eu le prix du public. Et c'est un film que j'ai trouvé pas parfait, mais vachement bien sur plein d'aspects. Et en fait, c'est le deuxième film. Hello Captain Jim, bienvenue. Et salut Thorax. Ah bah ça fait plaisir, écoute, que ma réponse, ma réponse sur YouTube ait servi à quelque chose. Écoute, bienvenue sur Twitch. Et Oddity, donc c'est le deuxième film de Damien McCarthy, qui est le réalisateur irlandais du film Caveat que je vous avais passé en watch party. Pour les personnes qui étaient là, qui peut-être s'en rappellent, l'histoire du mec qui doit surveiller une nana dans une maison plus ou moins délabrée au milieu d'un lac et qui se retrouve enchaîné à la cave, enfin bon, plein de trucs. Un film qui avait aussi des défauts d'écriture et de rythme, mais qui avait une atmosphère de fou et des scènes de flip incroyables. Et Oddity, c'est le même mood, quoi. C'est pas du tout un film parfait pour le coup, mais il y a des choses, il y a des scènes incroyables. Et bref, j'ai adoré le voir. Ça faisait très très longtemps que j'attendais de le découvrir, et puis je savais qu'il était dispo de manière illégale depuis longtemps, et je voyais de plus en plus de gens qui l'avaient vu autour de moi. Je me disais mais c'est pas juste, moi ça fait super longtemps que j'en entends parler et que je l'attends, et j'ai toujours pas l'occasion de le voir et tout. Et du coup, quand j'ai su qu'il était à Gérard May, évidemment j'ai patienté pour le voir sur grand écran, et ça valait le coup. C'était d'autant plus chouette que l'actrice Caroline Bracken, qui est très impressionnante, donc une actrice irlandaise qui est géniale dans Odyssey,
était là et que j'ai eu non seulement on a eu l'occasion de l'interviewer avec la sororité, donc l'interview sortira bientôt sur la chaîne YouTube de la sororité, mais la veille de l'interview justement je l'ai croisée et on a eu le temps d'échanger un peu longuement parce qu'elle était adorable. Enfin, au départ je voulais pas la déranger, je voulais juste dire que je la trouvais super dans ce film, voilà. Et puis en fait elle avait hyper envie de discuter, donc on a parlé de plein de choses et elle était hyper sympa. Enfin, ça m'a fait hyper plaisir et notamment donc Caroline Bracken, je la connaissais aussi du film Samhain, enfin écrit Samhain mais prononcé Samhain, You Are Not My Mother en anglais, qui est un film sur lequel auquel j'avais dédié une vidéo d'analyse sur ma chaîne YouTube. Très bon film d'horreur irlandais aussi, réalisé par Kate Dolan, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Après, c'est un film dont on ne parle pas assez, et d'ailleurs j'adorerais, maintenant que j'y pense, vous le passer en watch party. Je sais pas dans quelle mesure ce serait possible. Il faut que j'y réfléchisse parce que super film qui est passé beaucoup trop inaperçu et dont j'adore discuter. Donc bref, j'étais très très contente de rencontrer Caroline Bracken, qui n'est pas encore très connue mais qui est l'héroïne de ces deux films, enfin en tout cas un personnage principal de ces deux films et voilà, bah, c'était trop bien d'avoir l'occasion de lui parler. Et ça évidemment c'est le genre de choses qui arrivent dans le cadre de Gérard May, où il y a cette espèce d'ambiance très conviviale qui fait que les stars, alors même si le mot est relatif, mais les stars du festival, vous les croisez au bar où va tout le monde après les projections, quoi. Donc tout le monde est mélangé, et c'est hyper sympa, et voilà. Et donc au-delà de la conférence de la sororité qui s'est bien passée, moi j'ai aussi eu l'occasion de faire une carte blanche, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de choisir un film à projeter sur le thème du fantôme. J'ai choisi Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, que j'aime beaucoup et auquel j'ai déjà dédié une vidéo sur la chaîne Écran Large, et donc je présentais le film, je présentais la séance, et ça c'était hyper sympa parce que en fait je m'y attendais pas, mais il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Déjà la salle était quasiment pleine. Salut Amazing Top. Et la salle était quasiment pleine, et donc beaucoup de jeunes, et donc une majorité de gens qui n'avaient pas vu le film, alors que pour moi c'était vraiment le type de film culte que tout le monde à Gérard May aurait déjà vu, sauf que je sous-estimais la part de jeunes et de curieux dans le public. Et donc en fait j'ai eu l'énorme satisfaction de voir le film avec des gens, enfin en tout cas d'avoir fait découvrir ce film, parce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi, et voilà, enfin les gens l'ont découvert entre guillemets grâce à moi, donc c'est hyper gratifiant parce que enfin ça fait plaisir de se dire qu'on peut avoir ce type d'influence de manière ponctuelle. Et surtout que donc je suis restée voir le film en salle parce que c'était la première fois que je le voyais sur grand écran et que j'ai eu très grand plaisir à le revoir. Et le public était très réactif, en plus ça rigolait, enfin le public était trop dans le film, donc c'était très chouette. Ouais, globalement les gens ont aimé. J'ai eu beaucoup de retours positifs, très très gentils aussi, très aimables sur ma présentation du film, qui globalement était une sorte de condensé de tout ce que je raconte dans ma vidéo sur Écran Large, donc ça m'a fait très plaisir aussi. Donc voilà, conférence, carte blanche, et aussi je faisais une dédicace, donc ça il faut que je vous en parle. Dédicace d'un livre que je n'ai pas écrit dans le sens où c'est un livre d'entretien, c'est un livre d'interviews, des interviews que je n'ai d'ailleurs pas menées moi-même, mais c'est un livre dont j'ai écrit la préface. Donc c'est pour ça que j'avais l'honneur de le dédicacer, parce qu'entre guillemets, comment dire, le seul texte rédigé, on va dire, du livre, du coup, c'est ma préface, vu que c'est un bouquin d'entretien, mais ça s'appelle Un genre à soi. C'est édité chez Playlist Society, dans la collection Face B. C'est un petit livre comme ça, voilà, un petit livre violet. Et merci beaucoup, Captain Jim. Il sort en mars, et donc là, je le dédicaçais en avant-première, en salut horrifique, je le dédicaçais en avant-première à Gérard May. C'est un livre donc dirigé, enfin c'est un ouvrage dirigé par Axel Cadieux et Quentin Mével de Playlist Society. Et donc voilà, j'ai eu la chance qu'il me propose il y a quelques temps d'écrire cette préface, une préface que j'ai appelée En genre et en nombre, et qui raconte un petit peu, enfin en tout cas qui est mon analyse plus ou moins de l'essor du renouveau du cinéma de genre en France actuellement. C'était passionnant à écrire, et je suis très contente, voilà, de me dire que j'ai eu la chance d'écrire la préface de ce livre. Et donc il est disponible en précommande, pardon, chez Playlist Society, et voilà. Et donc n'hésitez pas, si vous avez envie, sur le site de Playlist Society. Voilà, il sort en mars. Et donc c'est la première fois que je dédicaçais quelque chose, c'était rigolo. De dire oui, alors comment vous appelez, je mets à quel nom, nanana. Bref, c'était hyper agréable d'être au contact des gens, de parler du livre aux gens, des projections, enfin bref. C'était une très chouette expérience. Écoutez, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de retourner à Gérard May, enfin j'espère bien, mais en tout cas, cette édition, c'était très chouette. Salut Spooky. Tu sais comment ils t'ont découvert pour penser à toi? Bah
Non, ils m'ont pas dit exactement. Je sais pas, est-ce que c'est ma chaîne YouTube, est-ce que c'est écran large, est-ce que c'est mes réseaux, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais dans le monde de la critique française cinéma de genre, on n'est pas 15 000 non plus. Donc globalement, en général, on voit à peu près qui est qui, globalement. Merci Chino pour le lien. Hello Belzébuth Thomas. Je passe un coucou vite fait, je vais pas pouvoir rester, mais j'ai bien aimé Companion, j'ai hâte de rattraper ton analyse sur YouTube. Avec plaisir Belzébuth Thomas, et merci d'être passé faire un coucou. Absolument, Droïde, je viens à jouer les tours dimanche pour la conférence sur la représentation du féminin dans la science-fiction. Absolument. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir. Je rappelle, la veille, à Tours même, il y a la projection de Matrix que je présente. Avec une discussion après la projection, a priori. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc bon, voilà, le livre, Gérard May, les Mycéliades, on a à peu près tout couvert. Dernière chose, dernier sujet que je voulais aborder avant de passer sur Companion, je voulais quand même qu'on parle du fait que, ça y est, on a officialisé le retour de Buffy. Notre célèbre Buffy chasseuse de vampires. Pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je sais qu'on a tendance à être très méfiant vis-à-vis de ce genre de nouvelles et je comprends. Voilà, ça fait faire des bruits bizarres à Captain Jim dans le chat. Et ben super, à dimanche Droid du coup. Alors c'est annoncé plus ou moins comme un reboot Chino, tout n'est pas très clair. En tout cas, ce sera une série avec Sarah Michelle Gellar. Et le pilote sera réalisé par Chloé Zhao. Donc c'est étonnant comme projet, surtout qu'on l'a pas tellement vu venir. C'est logique hein, dans l'espèce de mode global des reboots, des remakes, de tout, enfin voilà, de toute la nostalgie ambiante qui dirige en ce moment un peu l'industrie du cinéma et du petit écran. Mais moi ça m'intéresse drôlement. Attendez, je rattrape vos messages. Thorax, tu me dit, je suis dans la mauvaise Normandie, j'ai pas pu aller à ton intervention. Du coup, est-ce que Ex Machina avec Ah, c'est Ex Machina avec Nexus 6 demain, mais c'est très bien aussi. Pas de soucis, bah c'est bien. Mais en tout cas, voilà, les Mycéliades réussissent à toucher tous les côtés de la Normandie, apparemment, en tout cas, donc c'est bien. Ah, tu faisais... Ah oui, d'accord, Captain Jim. Effectivement, tu faisais le... du zombie à la fin des épisodes. Bravo. Bravo. Elle a expliqué comme le projet s'est monté, c'est très rassurant. Oui, je suis d'accord, Spooky. Si ça vous intéresse, Sarah Michelle Gellar a fait un post Instagram pour expliquer un peu comment elle en était venue à accepter ce projet. C'est un post dans lequel elle raconte que elle a toujours été très très réticente à l'idée de faire renaître Buffy de ses cendres parce qu'elle estimait que l'histoire de la série originale était close, que voilà, et que ça risquait de dénaturer ou gâcher des choses que de revenir dessus, et que c'était trop précieux pour qu'on puisse prendre des risques avec Buffy, avec cette série, etc. Et en fait, elle a fini par être convaincue à force de longues discussions avec Chloé Zhao et je ne sais plus quelle showrunneuse ou scénariste quoi, et qu'en définitive, elle a fini par accepter parce qu'elle estime que là, elles sont arrivées sur quelque chose qui mérite d'être fait. Donc j'espère que tout ça, c'est pas que du blabla et que ça va vraiment effectivement être bien et que ça va pas être un truc qui pue l'opportunisme et la nostalgie. Mais on y croit du coup. Enfin moi, ça me fait envie, surtout que je pense que là. On est dans une période, on sait que Buffy, ça a été hyper important en termes de représentation pour les femmes, pour tous les sujets que ça a abordé de manière très précoce sur la situation des femmes, etc. Enfin, par plein de côtés, Buffy, ça a été extrêmement utile pour les héroïnes féminines, enfin sur plein de choses, enfin pour la libération des femmes, c'est beaucoup dire, je veux dire la libération de certaines représentations sur le petit écran. Voilà, ça reste un exemple extrêmement important d'héroïne badass dans la culture du genre. Donc ça c'est top, mais c'est vrai que après tout ce qui est sorti sur Joss Whedon, etc., ça faisait très envie ces derniers temps en fait de voir Buffy et tout ce que ça représente être réapproprié par des femmes en fait, se faire réapproprier par des femmes. Donc j'ai très envie de voir ça. J'espère que ça va donner plein de chouettes choses. Oui, c'est ça. Ouais, son poste est réjouissant, Franfran calzonné, c'est vrai, on peut dire ça. Euh, Il me semble que l'expérience avec Whedon à l'époque était pas ouf. Bah ouais, c'est ça, Chino. En fait, petit à petit, on a fini par comprendre que le tournage de la série en lui-même n'était pas forcément toujours une partie de plaisir, notamment pour les actrices, pour les acteurs aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Euh,
Après, il se trouve que ça se ressent pas tellement à l'écran, hein, et tant mieux. Donc quelque part, s'il se passait pas des choses amorales, on pourrait dire que ça nous regarde pas. Sauf que bah en fait, si quelque part, bien sûr, hein, c'est toujours mieux quand les productions se passent de manière sereine et que l'industrie s'emporte mieux et que du coup les créations elles-mêmes, la création elle-même s'emporte mieux. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner euh, Buffy par des femmes et pour des femmes. Sachant que j'ai posté ça en... Enfin non, rien, je vais pas le dire. Ces deux sœurs qui sont les showrunneuses... Ah, c'est les... D'accord, alors Captain Jean nous dit ces deux sœurs qui sont les showrunneuses de Poker Face. Super série à la Colombo. D'accord, très bien. Ah oui, bah je connais pas, j'ai pas vu Poker Face. Non, absolument, Spooky, effectivement, Sarah Michelle Gellar n'est pas la définition de l'opportunisme, donc on peut y croire. Voilà, c'est ce que tu dis. Alors, du coup, je vais le dire quand même, parce que Spooky rappelle que c'est une série LGBT très importante, effectivement, que ça a été extrêmement important aussi, enfin, à travers le personnage de Willow, mais pas que, évidemment, en termes de représentation des LGBT, mais donc hier soir, quand j'ai posté en story euh, super, genre Buffy par les femmes et pour des femmes, on y croit. Il y a Geoffrey qui m'a répondu en disant et pour les gays aussi. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser, effectivement, Geoffrey étant un immense fan de Buffy depuis toujours, voilà, j'avais un peu hésité à le citer, mais bref. Donc oui, pour les communautés LGBT aussi, évidemment. Ah oui, non mais Whedon il est hors du projet, oui. Enfin, je sais pas où ça se trouve en termes de droit, mais au pire, sûrement qu'il va falloir lui filer un billet à cause des... Enfin, d'après une œuvre créée par Joss Whedon ou je sais pas quoi, mais je pense pas qu'il ait une part créative dans l'histoire, sinon je pense que ça se ferait pas. Pas avec ces personnes-là en tout cas. Non, c'est vrai qu'elle a pas donné de news de souvenir de Souviens-toi l'été dernier. Mais ouais, bon, ça me chauffe un peu moins ça dans l'idée. Mais bon, si ça intéresse quelqu'un d'ailleurs, il y a eu un reboot de Buffy chez Boom Studio en comics par Jordi Belair et c'est très sympa et c'était déjà un peu euh, c'était déjà mode par des meufs pour des meufs. C'est pas ultra connu, donc je recommande pour qui veut ici. Bah, bravo Captain Jim, effectivement. Voilà, vous avez un run de comics qu'on m'a déjà chaudement recommandé, effectivement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin, ces comics-là, en tout cas, parce que de ce que j'ai compris, ils sont pas tous bien. Aussi, spooky. Euh, Salut Movie Addict. Oui, effectivement, hein, je me rappelle plus, mais oui, je crois que Sarah Michelle Gellar, elle avait dit que de toute manière pour Joss Whedon c'était mort. De toute manière, quand toutes ces casseroles au cul étaient sorties, elle avait dit que Buffy ça restait quelque chose d'extrêmement important pour elle et elle serait pour toujours fière d'être associée à ce nom et à ce que ça représente, mais que la personne de Joss Whedon, elle était complètement ok de s'en détacher complètement et que c'était pas un regret quoi. Euh, Ah, c'est écrit dans Deadline. Bah écoutez, heureusement qu'il y a Captain Jim dans le chat et Spooky qui viennent voilà, me soutenir un peu dans les infos que je vous donne, parce que moi je suis restée, j'avoue, je me suis juste dit, oh, on va parler vite fait de Buffy, mais j'ai pas pensé à prendre des infos un peu claires, un peu rigoureuses sous les yeux. Merci Nacré pour l'abonnement. C'est ton quatrième mois d'abonnement, youpi! Salut en tout cas. J'ai pas vu s'il y a l'annonce qui s'est affichée ou pas. Je me rappelle que j'avais désactivé pendant la watch party. Je crois que je les ai réactivés depuis, mais... Bon écoutez, on a parlé des mycéliades de Gérard Armé et du bouquin de Buffy, je pense qu'on peut passer sur Companion maintenant. Je pense. Alors, ça veut dire qu'il faut que je pense à mettre mon petit... Euh... Voilà. Mon petit, comment on appelle ça? Diaporama. Il est pas au début du coup, c'est pas grave. En parlant de Watch Party, celle de Red Room, ça a déjà eu lieu. Oui, elle a déjà eu lieu, Thorax. I'm sorry. Elle a eu lieu il y a un petit moment. Mais le film, si tu as envie, n'hésite pas, je refais de la pub, il existe en super format physique avec enfin édité chez ESC avec plein de super bonus, donc n'hésite pas. Par ailleurs, aussi, si jamais ça t'intéresse, il y a le replay de juste le débrief d'après le film. Donc, pas, le film n'est pas en replay évidemment, mais juste le débrief post-watch party est dispo du coup sur ma chaîne Twitch. Sachant que c'est quelque chose, c'est une discussion assez décousue. C'était pas une analyse réfléchie tellement à l'avance, c'était vraiment des réactions à chaud de la part de moi et des gens et une discussion à partir de ça. Donc, c'est pas forcément fascinant à écouter, mais en tout cas, c'est toujours des pistes de réflexion autour du film qui peuvent t'intéresser si jamais voilà, tu le regardes et que tu as envie d'avoir des avis à chaud aussi dessus. J'entends Spooky, j'entends très bien.
Bref, alors Companion, c'est un film réalisé par Drew Hancock qui est sorti, je crois, il y a une semaine. J'ai perdu la notion du temps avec les festivals et tout. Enfin, une semaine. C'est-à-dire pas mercredi dernier, celui d'avant. Euh, Avec à son casting Sophie Thatcher. Ça fait un moment que je vous parle de Sophie Thatcher parce que ça fait longtemps que je trouve que c'est une super actrice. Enfin, en tout cas, longtemps. Depuis que je l'ai découverte dans Yellow Jackets, en tout cas. Donc, parce qu'elle tient le rôle de Juliette Lewis jeune dans Yellow Jackets. Donc, on la retrouvera bientôt dans la saison 3, dont on a vu le trailer pas très encourageant il y a quelques temps. Sophie Thatcher, je la trouve donc vachement bien dans la série, mais je l'ai trouvée aussi vachement bien dans Le Croque-Mitaine, film d'horreur qui est sorti il y a quoi, il y a 2 ans, où elle tenait le rôle principal. Le film était pas incroyable, il était pas nul, mais il était vraiment pas incroyable. Mais en revanche, voilà, elle tenait le rôle principal et elle tenait vachement bien la route. Et elle était aussi évidemment dans Hérétique. Elle avait un petit rôle dans Maxine qui était vraiment anecdotique. Bon, ça c'était pas. Alors déjà j'aime pas Maxine, mais alors en plus bon, la voyez à peine dedans. Mais sinon, elle avait aussi voilà le rôle principal dans Hérétique, enfin l'un des rôles principaux. Voilà, j'ai déjà consacré un stream à Hérétique. Vous savez globalement ce que j'en pense, mais elle était vachement bien dedans. Euh, Tourné comme ça, on a l'impression que je dis du mal du film, alors que non, j'ai aimé Hérétique. Mais en tout cas, voilà, c'est une actrice à laquelle je crois beaucoup depuis longtemps, et là, elle est en train de vraiment prendre son envol, donc salut la Sidonie, ça fait hyper plaisir, parce qu'en plus, ce genre de rôle lui va super bien, et ce qui fait hyper plaisir, c'est surtout qu'elle se spécialise dans l'horreur, et ça, c'est hyper agréable d'avoir des actrices qui sont hyper solides, qui sont très talentueuses, et qui font vraiment, manifestement, le choix délibéré d'aller vers le cinéma de genre, et de se mettre au service du genre, quoi, et d'en plus de productions de genre qui sont hyper intéressantes. Donc bref, évidemment, c'est le genre de profil dont je suis assez fan. J'avais dit d'ailleurs il y a quelques temps, avant qu'on entende parler de Companion, etc., que j'aurais adoré qu'elle soit castée pour jouer Catherine Earnshaw dans la future adaptation des Hauts d'Hurlevent par Emerald Fennell, qui est un projet que j'attends énormément parce que Emerald Fennell, je suis très fan. Très très fan de Promising Young Woman et de Saltburn. Les Hauts de Hurlevent, c'est mon roman préféré ever qui a complètement bouleversé ma vie et qui m'a défini d'une certaine manière. Et à l'annonce du casting, j'ai été très très déçue, notamment que Margot Robbie soit choisie pour jouer le rôle de Cathy. En même temps, elle produit le film, donc voilà. Mais parce que je trouve que j'ai rien contre Margot Robbie, je trouve juste qu'elle n'est absolument pas le personnage. Et là, il s'agit pas de ressemblance physique ou quoi, il s'agit de crédibilité en termes d'aura, d'âge, d'époque, de modernité, enfin de plein de choses. Alors que je trouve qu'une actrice comme Sophie Thatcher aurait été parfaite, vraiment idéale dans ce genre de rôle. J'aurais adoré la voir jouer Catherine Earnshaw. Mais bref, donc en tout cas, elle joue dans Companion et c'est très bien aussi. Qu'est-ce que vous dites? La masterclass, je sais pas, Movie Addict, mais en tout cas, une discussion. Tu détestes Yellow Jacket, Spooky? Bah, on pourra en reparler. Moi, j'ai vraiment adoré la première saison et après, en fait, j'ai détesté la deuxième. Enfin, en tout cas, je la trouvais extrêmement décevante. La troisième, j'ai très peur. Mais je suis quand même, enfin, j'adore quand même la première saison. Et elle, vraiment, surtout, je la trouve vraiment trop bien dedans. Et Juliette Lewis aussi, d'ailleurs. Oui, très sympa, Hérétique. Un côté Anya Taylor-Joy de l'horreur? Ah ouais? Ah ouais. Sachant que Anya Taylor-Joy, elle fait déjà elle-même pas mal d'horreur en fait. Alors justement, Spooky nous parle de la tête à claque du blond. Alors, il y a plusieurs têtes à claque dans le film, mais qui jouent des têtes à claque évidemment. Donc vous avez vu aussi sur les images, face à Sophie Thatcher, on a Jack Quaid. Jack Quaid, alors que vous connaissez peut-être de The Boys, moi j'ai jamais regardé The Boys, mais en tout cas il est dedans. Je le connais moi de Scream 5 aussi. Donc c'est quelqu'un qui est manifestement abonné au rôle de mec toxique, de petit ami toxique. J'en profite pour dire d'ailleurs, je rappelle, c'est dans le titre du stream, mais évidemment que c'est un stream full spoilers. Je répète, attention, c'est un stream full spoilers. On parle de l'entièreté de l'histoire du film. Si ça vous fait peur, eh bien vous pourrez venir voir le replay une fois que vous aurez vu le film, ou vous pouvez aussi décider de vous en battre la race, de vous faire spoiler, parce que c'est pas forcément important. Mais sachez quand même que ce film repose sur certains twists, donc vous avez peut-être envie de conserver la surprise, et auquel cas, ne regardez absolument pas la bande-annonce qui spoil complètement le twist. Voilà.
Je ne sais pas si l'adaptation de Andrea Arnold de Wuthering Heights elle est bien, parce que je ne l'ai pas vue tout simplement, ça fait longtemps que je dois la voir, mais c'est toujours pas fait. J'ai toujours un peu de mal à me lancer dans les films Léo Hurlevent parce que j'ai peur tout simplement, comme quand on touche à ses œuvres préférées, bon voilà. Mais il faut que je le fasse, je sais qu'il paraît qu'elle est très bien. Là aussi j'ai du mal avec l'actrice qui joue Cathy, donc j'ai oublié le nom, parce que je suis une fan toxique qui n'arrive jamais à être satisfaite des choix de casting de ses personnages préférés. Euh, alors, est-ce que d'ailleurs, Spooky, si jamais t'as la foi d'épingler un message disant que c'est full spoilers ce soir, même si c'est dans le titre, je veux vraiment pas prendre les gens en traître. Ouais, notre crème, je comprends. Moi j'ai été mise, effectivement, mais j'ai mise au courant du spoil par la bande. Enfin, non, je vais vous raconter comment arrive cette histoire de twist. Donc, merci beaucoup, Spooky. Je rappelle, là je vais parler du twist et donc full spoiler le film. En fait, au départ, la première fois que j'ai entendu parler de ce film, donc j'étais à la rédac et on est tombé sur une news. C'est le premier teaser. Le premier teaser était sorti et j'avais pas encore entendu parler de ce film. Et donc, je trouve ça top. Enfin, en tout cas, le teaser me fait envie. D'ailleurs, à ce moment-là, le premier teaser qui n'était pas la bande-annonce ne laissait rien deviner. En fait, c'était tout un enchaînement d'images extrêmement étonnantes et complètement déconnectées les unes des autres qui ne permettait pas de comprendre ce que ce serait l'histoire, mais qui intriguait par voilà, cette espèce d'avalanche d'images toutes plus déjantées les unes que les autres. Et donc, je me charge d'écrire la news pour annoncer le teaser du coup et l'arrivée prochaine du film. Et en fait, en cherchant des infos du coup sur le film pour pouvoir illustrer mon article et pour pouvoir nourrir tout simplement ce que je disais, je tombe sur un site qui avait comment dire un reste de vieilles annonces du projet à l'époque où le truc venait tout juste d'être signé, nous on n'en avait pas entendu parler, et là ça disait en fait que c'était l'histoire d'un sexbot en fait, enfin d'un robot, d'un compagnon comme il l'appelle dans le film, d'un robot humain, enfin en tout cas un robot humanoïde servant notamment à contenter on va dire la vie sexuelle de son partenaire. Et donc en fait je me suis dit merde, du coup je me suis, voilà, un robot du cul comme dit Spooky, donc je me suis fait avoir complètement, je me suis dit merde, du coup j'aurais bien aimé ne pas le savoir, parce qu'en plus moi les histoires de robots sur le papier c'est vraiment pas spécialement mon truc, donc j'étais pas chaude, mais en même temps le teaser j'avais trouvé quand même super chouette, donc je décidais de rester hypée, mais bon bref. Et en fait je me suis dit bon, enfin, on en a parlé à la rédac et je me suis dit, est-ce que je le mets du coup dans la news ou pas, que ça parle de ça, parce que l'info, c'est sans doute vrai, parce qu'elle a l'air d'être là depuis longtemps, même si elle est cachée, et en même temps, le teaser fait le choix de ne pas le montrer, donc est-ce que c'est censé être un twist, mais en même temps, l'info est quelque part sur internet quand on cherche bien, donc est-ce que j'en parle ou pas dans la news? Et on a décidé de pas le mettre. Et effectivement, on a bien fait parce que quelques temps après, on a reçu effectivement un mail où on a été contacté par je ne sais quel RP ou quoi, pour nous dire justement qu'il fallait surtout pas le dire, parce que bah du coup on s'est douté que le but c'était que finalement ça devait être enfin pas un spoil, un twist. Même si voilà, du coup je pense qu'ils essayaient d'effacer d'internet toutes les mentions de ce twist, enfin je suppose. Euh, et en fait, bah, du coup, à un moment donné, ils se sont dit qu'il fallait absolument pas en parler. Et en fait, première bande-annonce est sortie quelques temps plus tard. Et bah, la bande-annonce vend complètement le twist, en se disant sûrement qu'une histoire de robot sexuel, ça, c'est plus vendeur. Et du coup, en fait, complètement gâché le twist. Et donc, bref, c'était très très dommage. Euh, D'autant plus dommage que dans le film, on va en reparler, mais vraiment tout est construit, enfin dans la première partie du film, avant le twist, parce que le twist arrive tôt dans le film, hein, c'est la fin du ouais, la fin du premier acte à peine. Euh, Tout est très très savamment construit en fait pour que les choses s'enchaînent de manière logique et qu'on soupçonne quelque chose et qu'en même temps on le voit pas venir et qu'une fois que le twist arrive, bah en fait ça paraisse hyper évident et logique, mais qu'on n'avait pas soupçonné ça quoi. Enfin en tout cas moi je l'aurais pas soupçonné, je pense, si j'avais pas su. Donc c'est dommage parce que le twist est quand même super bien construit et voilà, ils ont décidé de le sacrifier complètement dans la bande-annonce, donc un peu dommage. Je suis partisane du fait de dire que le fait d'être spoilé quand on regarde un film, si le film est suffisamment bon et riche, c'est pas grave. Effectivement, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de beaucoup aimer le film. C'est juste que voilà, la petite friandise qui est qui réside dans le plaisir de la surprise, surtout quand elle est aussi bien orchestrée, bon, bah c'est quand même un peu dommage quoi. Euh, Je vois que vous faites des très bonnes blagues dans le chat. Voilà, alors.
Et avec tout ça, j'ai même pas fini j'ai même pas fini d'énumérer le casting. J'ai parlé de Sophie Thatcher, j'ai parlé de Jack Quaid, Harvey Guillén aussi, qu'on a vu dans les images, que moi personnellement je connais essentiellement de What We Do in the Shadows, dans lequel il joue, enfin la série dans laquelle il joue Guillermo, ou Gizmo, selon. Donc quoi, alors en ce moment on le voit dans beaucoup de choses. J'en parlais avec Babe l'autre jour. Donc ouais, il l'a vu l'autre jour, il l'a vu dans Reacher, je crois, quand il a regardé la série, il me semble. Euh, Et donc quoi, je l'ai vu plus récemment? Je sais plus. Bref, Harvey Guillén qui est un très bon acteur, qui est un acteur au ton plutôt comique, en tout cas dans les choses dans lesquelles je l'ai vu, mais pas que. Euh, et il est très très bien dans ce rôle. On le voit pas énormément, mais il est très chouette. Bref, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir en tout cas qu'il réussisse, malgré le rôle très, j'allais dire marquant, en tout cas très ouais, très marqué de Guillermo dans What We Do in the Shadows, qui pourrait vraiment le catégoriser, enfin en tout cas un peu l'enfermer dans cette série et dans ce rôle. Bah là en fait il arrive à faire des choses vraiment différentes, et c'est très chouette, et surtout du long métrage quoi, donc ça fait plaisir. Et donc je cite également Lucas Gage, qui est donc je pense le blond à l'air con dont parlait Spooky. Lucas Gage qui est un acteur aussi qu'on voit de plus en plus en ce moment. Il avait un petit rôle dans Smile 2. C'est le dealer de drogue qui se fracassait la tronche contre une haltère. Il était dans la série You aussi, dans la saison 4 de la série You. Et il a fait d'autres trucs que j'ai pas forcément vus. Et quand on commençait à le voir de plus en plus comme ça, enfin moi je commençais à le, voilà, soit dans les trucs que je regardais, soit dans les articles que je voyais passer, je me disais c'est marrant, de plus en plus on voit ce type dans des rôles secondaires, et je me disais c'est étrange, enfin pourquoi pas, hein, très bien pour lui, il y a pas de problème, mais je me disais juste c'est un acteur que je trouve juste, je vois pas spécialement ce qu'il apporte, il est pas mauvais, mais je trouve pas non plus exceptionnellement bon, ni exceptionnellement charismatique, etc. Donc je me disais pourquoi est-ce que lui spécialement ça marche quoi. Et en fait, bah écoutez, dans mon Companion, je l'ai trouvé spécialement bien pour le coup. J'ai trouvé vachement bien. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il envoie de ouf, et j'ai hâte qu'on le revoie dans plus de choses parce qu'en fait, il est très bon, tout simplement. Et il arrive aussi là aussi à être très drôle, mais aussi très émouvant par plein d'aspects. Donc euh, non mais il y a aussi le fait qu'il a une gueule un peu chelou, Spooky, mais du coup c'est vrai qu'il y a certains rôles dans lesquels ça aide pas forcément d'avoir une gueule un peu chelou. Là peut-être que ça aide, je sais pas, enfin oui sûrement, mais il est... En même temps quand je dis gueule chelou ça veut pas du tout dire qu'il est moche, hein, mais il a juste un visage particulier effectivement, et c'est tant mieux, mais vraiment dans ce film il est vraiment très bon. Effectivement Charcot-Loutre, je suis d'accord, mais on en reparlera. Euh, donc, avant d'enchaîner un peu plus sur le vif du sujet, je repose vaguement l'histoire pour les gens du coup qui l'auraient pas en tête. On est avec un couple dans le, comment dire, dans... excusez-moi, là je suis fatiguée, j'arrive pas à faire les phrases. On suit un couple composé de Iris qui est jouée par Sophie Thatcher et Josh qui est joué par Jack Quaid. Ils sont dans une voiture, ils se dirigent vers une maison de vacances d'amis chez qui ils sont invités, c'est les amis de Josh, parmi lesquels il y a Kat et son mec qui est a priori une sorte de trafiquant russe, dont on sait pas, mais en tout cas qui est super riche, et qui les invite dans cette espèce de maison de vacances isolée près d'un lac. Il y a donc Patrick et Ellie, qui sont Harvey Guillén et Lucas Gage, et qui sont un couple, et voilà, donc Josh, Iris, Kat, le couple Patrick et Ellie, et le russe Sergei, voilà. Et donc ils se retrouvent tous dans cette maison, et en fait, Iris se sent très mal à l'aise parce que elle se sent pas forcément en phase avec les amis de Josh. Elle a l'impression, notamment, que Kat la méprise un peu. Voilà, Kat, c'est celle qu'on voit à l'écran en ce moment. Qu'elle la méprise un peu, que bon, les gens l'apprécient pas forcément, et elle a peur de pas réussir à faire bonne figure, alors qu'elle voudrait bah, tout simplement que les amis de son copain l'aiment bien. Et en fait, à un moment donné, elle va se balader près du lac alors que son copain, donc Josh, lui avait promis qu'il viendrait avec elle. Finalement, il lui dit non, j'ai la flemme, vas-y toute seule. Elle est un peu déçue, on sent que dans leur couple tout ne va pas toujours bien. Enfin, en tout cas, qu'elle, elle est très dévouée et peut-être que lui moins. Et en fait, au bord du lac, eh ben, il y a Sergei, donc le propriétaire de la maison, le russe, qui vient et qui l'agresse sexuellement, qui tente de la violer, et en fait elle découvre qu'elle a un couteau dans sa poche, ce qu'elle n'imaginait pas, et en fait elle le tue, elle le massacre, et elle rentre à la maison, donc pour bah, se prévenir de ce qui s'est passé et pour chercher de l'aide, et en fait à ce moment-là elle se fait désactiver. C'est à ce moment-là qu'on comprend par Josh, et donc on comprend que Iris est en fait un robot,
est en fait un robot qui sert en fait voilà, de robot de compagnie à Josh. Et sauf que Iris ne savait pas qu'elle était un robot. Donc suite à ça, voilà, Josh va lui apprendre qu'elle est un robot et qu'il va devoir la désactiver et comment dire, la dénoncer à la police et bah, s'en débarrasser tout simplement. Et donc après, Iris va essayer de fuir, de retrouver une liberté en fait, voilà, dans le sillage de sa réalisation du fait qu'en fait elle n'a toujours été qu'un objet pour Josh et que tous ses faux souvenirs de relations, de rencontres, etc. et toute la dévotion qu'elle éprouve pour lui ne sont que le résultat d'un programme. Voilà. Et on apprend donc par la suite que si elle a tué le fameux Sergei, c'est tout simplement parce que Josh et Kat ont prévu de voler le fric du gars et ont en gros débridé les programmes de Iris pour que justement elle ait la faculté de tuer les gens et qu'en fait ils ont un peu set up le truc pour que, enfin ils ont encouragé Sergei à aller l'agresser, sachant que du coup Iris allait le tuer parce qu'ils l'ont programmé pour qu'elle le fasse, et en fait ils comptaient s'en tirer à bon compte en piquant l'argent de Sergei et en faisant passer son meurtre en fait en faisant porter le chapeau de son meurtre à Iris, donc sur un problème de comment dire, un bug du robot qui serait devenu violent, on sait pas comment. Voilà. Donc ça c'est globalement l'histoire. En même temps, Kat, j'ai l'impression qu'elle m'insulte rien qu'à la regarder. Oui, il y a un peu de ça. Elle joue très bien l'actrice. Putain, j'ai pas retenu le nom de la comédienne, mais c'est vrai qu'elle le fait très bien. Faut que je le dise quand même. Comment s'appelle-t-elle? Elle joue très bien aussi et elle fait très très bien la meuf méprisante. Mais justement, son personnage n'est pas inintéressant. L'écriture des personnages secondaires, c'est pas le plus gros atout du film, on y reviendra, mais elle est pas mal. Elle s'appelle Megan Suri. S-U-R-I. Megan Suri. Voilà. Alors, première chose dont je voudrais parler, parce que ce film, en définitive, alors moi je l'aime beaucoup, et encore une fois, je l'ai encore plus aimé en le revoyant, mais tout le monde ne l'aime pas. J'ai entendu des gens même dire que le film était vraiment, enfin, pas mauvais, j'ai pas vu beaucoup de gens dire que le film était vraiment mauvais, mais vraiment anecdotique, et que c'était juste un joli petit produit marketing qui serait très bien vite oublié, et qui n'était pas intelligent, et que c'était juste fun, mais sans plus. Je suis pas d'accord, je trouve que effectivement le film est très fun, que oui il est divertissant, qu'il est drôle, que ceci, que cela, mais je trouve qu'il est plus que ça aussi, et que c'est pas parce qu'un film est joli, coloré et fun que qu'il est concon. Donc bref, et je trouve donc notamment que l'écriture est vraiment impressionnante. On sent d'ailleurs à ce niveau-là que c'est un premier film, je trouve, parce que tout est écrit au cordeau et ça fait vraiment travail de très bon élève qui a appris par cœur toutes les leçons de scénario et qui s'est dit ok, donc on procède de cette manière et tout ce qu'on voit à l'écran, ou tout le moindre petit bout de réplique, trouve un écho plus tard dans le film. Tout a un sens, tout ce qui est ouvert va être fermé plus tard, comment dire, tout se boucle extrêmement bien, à part quelques petites incohérences comme des choses que je trouve un peu des petites facilités. Le fait par exemple que Iris, quand elle est dans la voiture de Josh et qu'elle essaye de fuir pendant que lui il est à l'extérieur de la voiture et qu'il essaie de casser la vitre, elle doit réussir à démarrer la voiture par commande vocale, sauf que la voiture ne réagit qu'à la voix de Josh. Et donc, comme elle a récupéré la tablette à partir de laquelle elle a accès à ses propres fonctionnalités, elle va transformer le timbre de sa voix pour parler avec la voix de Josh et réussir à démarrer la voiture. Ça fait partie des trucs, je vois pas en fait, parce qu'on voit qu'elle règle la profondeur, enfin la gravité ou l'aspect aigu de la voix et vaguement le timbre, mais en fait je trouve ça... Bon, en quelques minutes, elle arrive à reproduire une voix de manière suffisamment exacte à travers seulement 2 paramètres pour que une voiture en reconnaissance vocale réussisse à être trompée là-dessus. Enfin, je trouve ça fait partie des petites facilités. Je trouve qu'il y avait ça. Je trouve que le fait aussi que Josh y mette beaucoup de temps à la désactiver quand il en a la possibilité pour que le plan fonctionne, parce que du coup on voit bien qu'il considère que c'est globalement qu'un objet, même s'il est un peu attaché à elle. Bon, globalement c'est quand même un objet, il a pas beaucoup de scrupules vis-à-vis d'elle, et pourtant il y a quand même du coup, ce qui permet la bascule et le fait que Iris leur échappe, c'est quand même qu'il a ce moment où il décide de lui dire au revoir et de lui révéler tout ce qu'il sait sur elle, etc. Enfin, le fait que c'est un robot, du coup un peu la torturer, je pense qu'il y a un petit peu une sorte de plaisir un peu sadique du personnage à ce moment-là, parce qu'il est pas obligé, en fait, il pourrait la laisser désactiver et la rendre à la police, et ne rien lui révéler et ne pas lui dire au revoir, et en fait il y a tout ce moment où il choisit de la réveiller et de lui expliquer qu'elle était un robot. Alors il lui révèle pas son plan à ce moment.
Est-ce qu'il lui révèle... Non, je crois pas qu'il... Non, il lui révèle pas son plan à ce moment-là. Mais donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez inutile. Et à part un plaisir sadique qui est pas tellement mis en avant à ce moment-là, un plaisir sadique qui serait tout simplement de lui dire, bah en fait, tu vois, t'es vraiment trop conne, t'es qu'un robot et je te le prouve et tu n'es que ma chose depuis le départ. Bah à part ça, en fait, je trouve que ça c'est pas très justifié. Donc je trouve que ça aussi c'est peut-être un peu une facilité d'écriture. Il y a ça, il y a aussi le fait que le personnage de Patrick, donc joué par Lucas Gage, à un moment donné, finit par se suicider. Donc c'est un robot mais il réussit à se suicider dans une scène que je trouve émouvante par certains aspects, mais dans cette résolution là que je trouve c'est pareil un poil facile, un poil cucu. Je trouve qu'on peine un peu à y croire et pourtant c'est avec toutes les questions morales et philosophiques que le film pose sur l'intelligence artificielle et sur la robotique, je trouve ça bien qu'on ait l'exemple d'un cas où en fait un robot finit par se sentir tellement humain qu'il ressent pardon la nécessité de se suicider parce que je pense que c'est un réflexe très... Enfin, qui relève pour le coup vraiment du vivant, pas forcément que de l'humain, parce que je crois qu'il oui, il y a des animaux qui se suicident, ça arrive, donc en tout cas qui relève vraiment du vivant et de la sensibilité. Donc je trouve ça très intéressant qu'on ait ce cas de figure. En revanche, je trouve que là, à ce moment-là, l'écriture est un peu rushée, un peu rapide. Donc voilà, il y a quelques incohérences ou quelques facilités que je trouve un peu dommage en termes d'écriture, mais globalement, c'est vraiment écrit au cordeau. Et c'est impressionnant et ça mérite d'être souligné parce que c'est rarement le cas. Donc rien que sur cet aspect déjà, se contenter de dire que le film est juste fun, je trouve ça un peu abusé parce que quand même tout est tellement logique et s'enchaîne bien et réfléchi, etc. que bah ça se tient hyper bien quoi. C'est donc bref. Alors je rattrape un peu vos messages. Euh... nanana. Oui, tu as raté le début du live Silverbarb, mais c'est pas grave, il en reste encore plein. Mais en tout cas, salut. J'ai l'impression que pas mal de gens y voient un film anecdotique là où on est juste dans la tradition du petit film d'horreur série B avec un concept simple, malin et hyper pertinent sur ces sujets, un peu à la façon d'une nouvelle de SF ou un récit court de métal hurlant. Euh, oui, il y a peut-être bien, oui, il y a un peu de ça, Franck Calzone. Un peu facile, Patrick qui a des souvenirs après avoir été formaté. Oui, il y a aussi la question, effectivement, les robots, même après un reboot, réussissent à retrouver des souvenirs qui ressemblent finalement à des sentiments. Après, en fait, le truc, c'est que là, on traite d'un stade avancé d'intelligence artificielle et de robotique qu'on ne connaît pas encore évidemment aujourd'hui et donc qui représente forcément un point aveugle où à un moment donné on est obligé de formuler une hypothèse et de partir du principe qu'on se dit ok, à partir d'un certain stade en fait le robot ressent des choses qui sont finalement des sentiments. C'est un choix, effectivement, c'est un parti pris de la part du film auquel on n'est pas obligé d'adhérer. En fait, on ne sait pas du tout si ce serait vrai dans la vraie vie. On en reparlera vers la fin sur les questions morales qu'aborde le film, mais effectivement, ça peut être pris comme une facilité. Moi, je trouve ça très intéressant comme sujet, mais c'est vrai que il faut adhérer à cette question. Exactement. Euh, eh bien, bienvenue, un cul-de-sac. Et bah écoute, je suis ravie que nous partagions. Au moins, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a d'autres gens qui aiment le film parce que c'est vrai que j'ai entendu pas que des choses sympas sur lui au cours du festival, enfin au cours de Gérardmer, donc je répète qu'il faisait l'ouverture. Euh, Le fait que ce soit extrêmement, enfin que l'écriture soit très très rigoureuse sur plein d'aspects et très bien lissée, polissée, on va dire. Oui, le film se passe dans un futur proche chino, ouais. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très prévisibles. En tout cas, moi, je sais que c'est la critique que j'ai beaucoup entendue en sortant de la projection, non pas de la projection presse, mais la projection de Gérardmer. J'ai entendu beaucoup de gens dire quand même, mais il y a vachement de trucs, on les voit vachement venir, c'est hyper prévisible, machin, machin. Alors, il y a plein de choses, c'est pas pour moi par exemple, c'était pas toujours si prévisible parce que je suis nulle à ce genre de jeu. Je suis une quiche et je trouve rarement les choses prévisibles au cinéma. Ça m'arrive, hein, mais surtout en fait, c'est pas parce que c'est prévisible pour moi que c'est raté. Ça dépend du film, ça dépend du ton du film, ça dépend de l'ambition du film, etc. Parfois effectivement c'est raté. Quand c'est trop prévisible, on sent qu'il y a un effet qui est vraiment raté. Dans le cas de Companion, c'est peut-être parce que j'aime trop le film et que j'ai envie de trop le défendre, mais je trouve vraiment que le côté très très prévisible de certaines choses font vraiment partie de son aspect très ludique. En fait, il y a plein de trucs qui sont très très satisfaisants euh, parce que salut Candyman. Il y a plein de choses en fait qui sont très satisfaisantes comme l'utilisation du tire-bouchon par exemple à la fin, même si alors moi je vous avoue que j'espérais vraiment que c'est un œil qui partirait avec. Bon, finalement c'est un bout de cerveau, ouais, c'est pas mal non plus.
en fait, on sent que ça va servir, mais en fait, justement, il y a plein de trucs, plein de petits indices comme ça qui sont posés pour qu'en fait, on soit toujours dans la hâte, dans l'expectative du moment où ça va arriver. Et en fait, ça fait partie vraiment du jeu, je trouve. Je trouve que à côté de ça, le film réussit à trouver plein de sujets sur lesquels, malgré tout, nous surprendre ou en tout cas nous faire vivre les choses enfin, dans l'instant présent, on va dire. Et aussi, il y a aussi plein de petites choses sur lesquelles, effectivement, comme une série B d'horreur extrêmement jouissive, il nous pose les pièces, sachant pertinemment que le spectateur sait où il va avec ça, mais va justement être dans l'attente, vraiment, comme quand on sait qu'on est en train d'ouvrir un paquet de bonbons et que ça va être bon derrière, en fait, joue vraiment avec nous et à nous donner ce dont on a envie. Et je trouve que cet équilibre est vachement bien entre les réflexions beaucoup plus profonde qu'il aborde, les choses sur lesquelles il réussit à nous surprendre, et les aspects sur lesquels en fait il s'amuse à nous donner ce qu'on veut, à nous annoncer qu'on va avoir ce qu'on veut, et juste à choisir le bon moment pour nous donner la récompense. Et en fait ça, moi j'ai vraiment aimé. Donc je comprends que certaines personnes trouvent que c'est trop prévisible. Moi, il y a des choses que j'ai trouvées prévisibles, mais vraiment en fait j'ai pas trouvé ça prévisible, j'ai trouvé ça ludique. J'ai trouvé ça juste... je trouve que ça fait partie du fun. Vraiment. Mais bon, ça n'est que mon avis. Notre crête, tu dis, le truc qui m'a dérangé dans le film, c'est comment une société avec ses robots peut fonctionner pépouze, et comment un mec aussi nul et ne connaissant pas le fonctionnement des robots a pu mettre la main sur un programme pouvant modifier le programme allant jusqu'à effacer des règles aussi élémentaires que la violence envers les humains. J'ai un début de réponse pour ça, notre crèche. Je comprends que ça t'ait dérangé. Enfin, en tout cas, je viendrai plus tard dans le live à quelque chose qui, je pense, peut répondre en partie à ça. Enfin, c'est pas une question que tu poses, mais en tout cas, qui explique l'une des raisons pour lesquelles ça m'a pas tellement dérangé. Le disque dur dans le ventre, non, pour le coup, je l'avais pas spécialement vu venir, j'avoue. Ah oui, autre petite facilité d'écriture, c'est vrai que pour un robot qui se tire une balle dans la tête, à un moment donné, elle s'en remet quand même vachement bien. Même si on nous explique que ce qu'il a fait fonctionner ne se situe pas vraiment dans la tête, il y a quand même un moment donné où ça lui fait partir les yeux, plus ou moins, et que après, en fait, c'est vraiment comme si c'était absolument rien passé. Euh, même s'il explique que sa tête c'est que le relais Wi-Fi et tout, à un moment donné, ça l'a quand même désactivé, donc ça n'aurait techniquement pas dû être pour rien. Mais bon, tout ça, finalement, je trouve que c'est des choses que je pardonne vraiment très aisément au film. Y a pas mal de fusils de Chekhov, mais ils sont utilisés de manière assez ludique. Oui, ouais, exactement, Charcoloutre. D'ailleurs, l'une des raisons, je pense, pour lesquelles je trouve que c'est pas un grand film, je trouve que c'est un très bon film, mais je trouve que c'est pas un grand film non plus, c'est le manque d'ambition en termes de direction artistique et de mise en scène, tout simplement. La mise en scène est bonne, hein, franchement, et ça je l'ai vu au deuxième visionnage, je me suis dit non, en fait il y a quand même plein de choses qui sont mises en scène de manière vraiment intelligente pour ce que ça veut dire, enfin, pour faire passer les messages que le film veut faire passer, pour préparer à telle ou telle émotion, pour préparer à telle ou telle situation. Donc la mise en scène est loin d'être inexistante ou nulle, c'est juste que on aurait aimé parfois qu'elle soit un peu plus ambitieuse, un peu plus spectaculaire, etc. Parce que c'est vrai que parfois l'esthétique un peu rose bonbon et les péripéties, enfin le rythme des péripéties, etc. est excellent, hein, le rythme est très très bon, mais parfois c'est vraiment ça qui est au premier plan, plutôt que la mise en scène, les cadres, etc. C'est plus les cadres qui sont au service du rythme, et moi qui suis voilà, très friande de mise en scène, voilà, j'ai une petite frustration par rapport à ça. Je pense que le film aurait pu être un grand film s'il avait cherché à avoir une grande mise en scène. Encore une fois, elle est bonne, c'est juste pas incroyable. On en reparlera aussi un peu plus tard. Donc voilà, très bonne rigueur dans l'écriture. Je regarde mon plan, hein, c'est ce que je veux aborder avec vous. Ah oui, et peut-être autre petite frustration en termes d'écriture, encore une fois je trouve globalement excellente, c'est les personnages secondaires que je trouve un peu trop simplistes. Donc à part le personnage de Kat, qui a vraiment des dialogues intéressants, les personnages secondaires en dehors de Iris, et donc finalement tous les personnages qui globalement ne sont pas des robots. Alors il se trouve que Patrick est un robot aussi, en définitive, on l'apprend au cours du film. Mais les autres personnages sont un peu trop... un peu trop simples, enfin, fonctionnent sur des plans. C'est pareil, le plan qu'ils ont monté pour voler l'argent de Sergei et tout ça, c'est une histoire qui fonctionne, hein, complètement dans ce film-là. C'est juste que c'est un type d'histoire qu'on connaît, qu'on a déjà beaucoup vu, et que là on nous la resserre dans une version très simple, très classique, et que donc bon... là où le film fait preuve d'originalité et comment dire, d'aspect très malin par certains côtés, là voilà, sur les personnages secondaires, sur leur motivation et sur la trame, enfin la toile de fond de cette histoire pas de braquage, mais enfin d'escroquerie, est un petit peu, enfin de vol, et un peu
est pas forcément à la hauteur des plus grosses qualités du film, on va dire. Oui, elle a un côté tradwife, Iris, c'est pareil, on va en reparler, évidemment que c'est complètement voulu. Et que ça sonne très bien à notre époque, évidemment. Donc ça c'était globalement sur l'écriture, que j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je la trouve excellente, à part les petits problèmes que j'ai soulevés, mais encore une fois on est tellement pris dans le rythme du film, et le dosage entre humour et thriller est tellement bon, alors que c'est pas facile de réussir à être vraiment drôle tout en étant vraiment dans le suspense. Je trouve que c'est très bien tenu, d'ailleurs à ce propos-là, le film, le film m'a beaucoup fait penser à Wedding Nightmare ou Ready or Not en VO, donc de Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette, qui est un film aussi auquel j'avais consacré une vidéo d'analyse sur ma chaîne YouTube, qui est un film que je trouve excellent. Et dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, je me suis appliquée pour le coup à vraiment analyser la mise en scène, etc. Et pour dire que le film dit des choses vraiment passionnante et vraiment intelligente, au-delà du fait qu'il est drôle, fun, gore, tout ce qu'on veut, enfin toutes les choses qu'on pourrait dire de Companion. Et je trouve que Companion est vraiment dans la même veine, vraiment le même type d'équilibre entre thriller, horreur et humour, avec en fait quelque chose des vrais propos derrière et qui sont justement, qui vont bien au-delà de l'aspect simplement fun. Donc si vous aimez Wedding Nightmare autant que moi, c'est vraiment le genre de film qui vous plaira, je pense. Voilà. Et peut-être qu'avec le temps, j'en finirai par trouver, à force de le regarder, à force de l'analyser, peut-être que je finirai par trouver même que la mise en scène en fait est bien plus brillante que ce que je crois là actuellement, mais je ne sais pas. En tout cas voilà, pour moi il est vraiment dans la même veine, pas tout à fait au niveau de Wedding Nightmare, mais il est vraiment pas loin. Voilà. Gros sujet du film que je trouve important, alors qui est pas subtil dans le film, on va dire, mais qui est quand même qui en fait la subtilité on s'en fout, tout n'a pas besoin d'être subtil, c'est tout simplement le sous-texte sur la place des femmes. Et donc là effectivement c'est intéressant que Iris soit un peu un modèle de tradwife. En fait ce qui est hyper marrant dans le film, c'est que à la fin, en définitive si vous repensez à tout le film et que vous enlevez le fait que Iris soit un robot, ça change rien à l'histoire. C'est en fait Iris pourrait très bien être une humaine normale, et en fait c'est ça que je trouve trop bien, parce que avec ou sans le twist le film fonctionne pareil, parce qu'il y a cette espèce de parallèle qui est fait entre évidemment le robot qui est fait pour être à la disposition de son copain et en fait la situation des femmes dans la société à bien des égards, même une société, une société soi-disant, enfin qui se considère comme avancée, progressiste, etc. comme les États-Unis. Progressiste les États-Unis en ce moment c'est pas ouf, mais non mais je suis d'accord Spooky. Il y a des sujets sur lesquels ça sert à rien d'être subtil, et ça en fait partie. Mais qui dit pas subtil ne veut pas dire pas habile. Et je trouve qu'en fait, la manière dont justement le film, en fait, à un moment donné, finit par trahir le fait que tout son sujet sur la robotique, en tout cas sur ce qui est de la place des femmes, mais ça change rien à l'histoire. Parce que on en connaît tous autour de nous, on a tous vu, ou on a tous subi d'ailleurs, ces histoires, ces relations dans lesquelles, en fait, la femme, on attend d'elle qu'elle soit effectivement à la disposition de son copain. Et donc là, où le personnage de Josh, pour le coup, il est bien écrit, au-delà de son côté un peu simpliste et de ses motivations un peu simplistes aussi, il a vraiment, c'est l'archétype du good guy. Il le dit lui-même, hein, qui est persuadé d'être un type bien et qui a juste envie de, dans la vie en fait, d'avoir une meuf à disposition qui fait pas chier et qu'en fait il peut utiliser un peu comme il veut, et dont il attend d'elle que elle soit toujours complètement dévouée à lui et qu'il puisse l'éteindre quand il veut, et qu'elle ait pas trop d'ambition et qu'elle soit pas trop intelligente, etc. Et en fait il y a énormément de situations dans ce film où si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas un robot, vous vous identifierez absolument pareil à ce que vit Iris. Et donc ça c'est quand même significatif, il y a énormément de scènes qui vous rappelleront des relations que soit que vous avez encore une fois subies, soit que vous avez vues autour de vous, mais tous les jours quoi. Charcoloot, c'est la programmation quand même. Enfin, c'est parce qu'ils l'ont débridé, c'est parce qu'ils ont augmenté comment dire, son agressivité et sa self-defense qu'elle finit quand même par le tuer. Sinon, elle aurait pas pu, d'après son programme, aller jusque là a priori. Mais après, effectivement, c'est quand même aussi, évidemment que c'est lui le déclencheur, on va dire. Quand elle lui dit
qu'elle le connaît bien à la fin, oui, non, absolument. Alors la fin, c'est passionnant pour ça, on va y revenir aussi. Mais voilà, donc en fait, je trouve ça fou, cette manière qu'a le film de dire, mais en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, ça compte pas. Enfin, le fait, toute l'histoire à laquelle vous êtes en train de prendre plaisir sur le fait que, bah, juste, vous projetez dans une situation qui n'existe pas et tout, parce que c'est un robot, parce que c'est de la science-fiction, mais en fait, si, c'est juste pareil. Si vous réfléchissez 2 secondes, en fait, vous vous rendez compte que les relations hétéro que vous voyez autour de vous, bah, c'est exactement pareil. Pas toutes, heureusement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je trouve ça super, cette manière qu'a le film de nous faire passer la pilule à travers voilà un petit vernis de science-fiction. Il a juste un regard extrêmement juste, extrêmement pertinent sur ce qu'est la banalisation des rapports de force dans les relations hétéros, même dans des sociétés qui se pensent au-dessus des autres. Je trouve ça très fin en fait. Enfin, pour le coup, là, subtil. Enfin, encore une fois, pas subtil dans le propos, mais subtil dans la manière de, petit à petit, de nous faire comprendre que bah, son énorme twist, en fait, il sert à rien. Et que c'est à dessein qu'il ne sert à rien. Que c'est voulu, parce que c'est justement en comprenant qu'il sert à rien qu'on comprend quelque chose. Et je trouve ça top. Et j'ai aimé du coup que Josh soit vraiment, en plus, soit pas un méchant, ce soit pas quelqu'un d'intelligent, ce soit pas quelqu'un de spécialement intelligent, pas quelqu'un de spécialement méchant, pas quelqu'un de spécialement doué, mais juste le good guy basique, comme il y en a mais des millions et des millions et des millions sur Terre, qui est persuadé d'être juste ok, d'être juste un average mec plutôt gentil, qui devrait avoir droit à peu près à ce qu'il veut, qui pense que beaucoup de choses lui sont dues tout simplement parce que bah après tout il a tué personne, donc enfin avant ça en tout cas il a tué personne, donc pourquoi pas. Et comme il dit juste I'm a good guy, et en fait des mecs comme ça sur Twitter, mais pas que sur Twitter, mais vous en voyez tout le temps, des mecs qui sont persuadés que ce type de relation ou de bonheur entre guillemets leur est dû juste parce que voilà ils estiment que voilà que je suis pas c'est pas des psychopathes, donc voilà, et qu'en fait deviennent justement évidemment des mecs violents parce qu'ils se rendent pas compte en fait de la violence déjà qu'il y a dans leur dans ce qu'ils estiment être leur normalité et leur dû. Évidemment, évidemment que comme The Substance avec le genre de film, vous allez voir, il va être essentiellement critiqué par des hommes, hein. Des hommes hétéros essentiellement, mais pas que. Bref, voilà. Après, évidemment qu'on a le droit de pas aimer ce film, et qu'on a le droit de pas l'aimer même si on est une femme, même si on est tout ce qu'on veut, évidemment. Mais c'était quand même étonnant pour The Substance, la proportion quand même de gens qui avaient craché sur le film et qui s'avéraient être des hommes, je pense quand même qu'il n'y a pas tout à fait de hasard. Bref. Donc voilà, l'écriture du personnage de Josh comme étant surtout pas justement un méchant en apparence, mais et surtout pas quelqu'un, ouais, encore une fois, de spécialement intelligent et tout, parce qu'on représente en fait très peu. Ça va à l'encontre un peu de la tendance qu'on a toujours à dire que les hommes qui font subir des choses pareilles à leurs meufs, c'est des monstres, ça va déclencher des not all men, des ceci, des cela, qu'en fait, il est temps qu'on se rende compte justement que bah, les mecs dont la plupart des meufs souffrent tous les jours dans la société, c'est justement des mecs qui s'estiment être des types décents, des mecs bien, des good guys de base comme lui, et que en fait c'est de ces personnes-là essentiellement que vient la violence. Donc j'ai aimé que ce soit justement un mec très banal par plein d'aspects parce que la violence naît de là quoi, et j'ai trouvé ça, enfin pour le coup je trouve ça encore une fois hyper bien pensé. D'ailleurs le mec qui ne lit pas les accords, ça m'a fait penser au contrat de mariage. Ouais, c'est vrai Charcoloute. Absolument, c'est l'incel qui s'ignore par excellence, ouais, ouais, absolument. Et c'est 100% le type de mec qui va venir poster des not all men sous les tweets de meufs engagées parce que ils ont ce besoin de se penser différent justement de ceux par qui naît la violence, alors qu'en fait, bah, cette violence vient justement de cette manière d'ignorer bah, sa propre violence, en tout cas la propre, comment dire, les propres privilèges dont on abuse et son propre regard sur les femmes, quoi. Euh, donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça quand même très malin. Encore une fois, pas forcément subtil, mais très malin et très utile et très très chouette parce qu'on manque de ce type de représentation et de scénario, je pense. Euh, et là où je trouve ça vraiment très intéressant sur la fin, donc on l'évoquait rapidement, en fait, ce que je trouve, il y a une scène pour le coup en termes de mise en scène et de ton et de bascule de ton que je trouve vraiment vachement bien. C'est vers la fin quand Iris elle a l'ascendant, qu'elle le menace avec un flingue, qu'elle lui prouve qu'elle est prête à lui tirer dessus, etc. Et qui finit par dire non, en fait, tu me tireras pas dessus, en fait, je compte toujours pour toi, etc. Et qu'effectivement, maintenant qu'elle commence à devenir humaine et qu'elle a des sentiments, elle n'ose effectivement, enfin, qu'elle commence à avoir un sens moral, etc., qui n'est plus entièrement axé sur lui, effectivement, elle n'ose pas lui tirer dessus, et là, il lui casse la figure, il la fait valdinguer à travers la pièce, etc. Et à ce moment-là,
le film devient terrifiant dans le sens où là c'est plus drôle du tout et qu'en fait on n'est plus du tout face à une confrontation entre un type un peu barré et son robot de cul, on est face à une pure scène de violence conjugale, et qui est d'une violence et d'un réalisme qui sont vraiment très troublants. Et à ce moment, parce qu'en fait, malheureusement, des types du profil de Josh, qui sont encore une fois persuadés d'être des mecs bien, etc., et quand on voit leur nana valdinguer à travers la pièce, il y en a partout, tout le temps. Et là, on se retrouve face à un mec qui supporte pas d'être quitté, qui ne supporte pas tout à coup de ne plus avoir l'ascendant sur sa meuf, qu'elle ne soit plus à sa disposition, etc., tout simplement qu'elle commence à penser par elle-même, et à vouloir se défendre, et à ne pas vouloir se faire porter le chapeau, etc. Et il ne supporte pas ça. Et physiquement, tout à coup, il ne supporte pas ça. Et il est dans un réflexe de destruction vis-à-vis d'elle. Et à ce moment-là, encore une fois, on n'est plus dans un... Comme dans la scène d'avant, on n'est plus du tout dans un cadre un peu, pour le coup, très cinéma de genre, très un peu fantastique, etc. De le moment où ils sont à table et qui lui fait brûler son bras au-dessus de la bougie et tirer dans la tête, etc. On est dans un cadre qui fait très cinéma, qui fait très fiction, qui est très chouette, mais voilà, qui fait très fiction. Là, tout à coup, en fait, on passe vraiment juste sur une pure scène de violence conjugale qui glace le sang, en fait, parce qu'on voit à ce moment-là que, enfin, ça fait vraiment partie des moments où on se dit, mais en fait, le fait qu'elle soit un robot ou pas, c'est la même chose, c'est pareil, ce serait une vraie femme, il se passerait exactement la même chose. Euh, et bah du coup ça glace et je trouve ça hyper habile que le film apporte ça en quasiment fin de troisième acte. Euh, dans le dénouement parce qu'en fait tout à coup là le film nous réveille et nous dit en fait non jusque là on s'amusait bien mais en fait tout ce qu'on vous a dit jusque-là, bah, c'est quand même des choses sérieuses qui ont un ancrage dans la vie réelle et qui disent vraiment quelque chose de la situation des femmes dans la société et qui parlent vraiment de violence conjugale et cette bascule de ton dans le film, et ça se sent encore une fois à la mise en scène, etc. Je la trouve trop bien, quoi. Je trouve ça ouf qu'un film qui jusque-là justement était si fun, si léger par plein d'aspects malgré le sérieux de ses sujets, euh, arrive à ce moment-là à vraiment basculer dans le truc hyper sérieux, hyper glaçant, et à parler de manière très très frontale de son sujet finalement. Enfin en tout cas de ce qu'il dénonce. Donc ça j'ai trouvé ça hyper cool quoi. Il s'agit pas que de dire voilà oui la chosification des femmes gna gna gna. Il y a une sorte de mise en application dans la mise en scène et de discours sur les violences conjugales parce qu'encore une fois il s'agit pas que de dire que il y a un rapport de force dans les couples hétéros et que les hommes ont tendance à vouloir que les femmes soient à leur disposition et à vouloir qu'elles tapent pas la discute après avoir couché avec elles et qu'elles s'endorment et ce genre de choses. Il y a en fait vraiment de la violence qui naît de ces rapports de force, enfin presque systématiquement. Alors après, même si même si ça ne débouche pas toujours sur de l'extrême violence physique comme ça débouche toujours sur une forme de violence, et donc effectivement parfois physique, et que ça naît dans des choses aussi anodines que vers le début du film, avant le twist, avant qu'on comprenne que Iris est un robot, où ils sont tous les deux au lit, qu'ils couchent ensemble, enfin en tout cas que Josh termine en tout cas, enfin voilà, même si Iris elle a pas l'air d'être hyper dans le truc, mais que voilà, donc ils couchent ensemble, après avoir joui, Josh se tourne sur le côté et va pour s'endormir, et Iris lui dit qu'elle l'aime, qu'elle est contente de faire des choses avec lui, qu'elle est contente de voir ses amis et tout, et en fait lui ne veut pas discuter et l'éteint en disant Iris endors-toi, et à ce moment là ils sont dans le noir, donc nous on sait pas que c'est un robot, et que en fait c'est la manière qu'il a de la désactiver, mais en fait ce qui est glaçant c'est que cette scène justement c'est qu'elle fonctionne, mais je veux dire, même en sachant que Iris n'est... Enfin, même si on se dit que Iris n'est pas un robot et qu'on pense à ce moment-là que c'est une vraie femme, cette scène, elle est terriblement crédible, quoi. Et donc voilà, avec cette scène de violence conjugale à la fin qui fait complètement écho à ça, je trouve que c'est hyper bien construit. Alors oui, la Sidonie, simplement, Don't Worry Darling, pour le coup, je trouve que c'est vachement nul. Désolée s'il y a des gens qui l'ont aimé dans le chat. Don't Worry Darling, ouais, pour le coup, pour moi, je trouvais qu'il y avait rien qui était bien dedans. Enfin, qui était bien construit et tout, mais dans l'idée, oui, il y a de ça aussi. Il y avait un sous-texte là-dessus, si je me rappelle à peu près bien du film. Mais c'est moins clair quand même ce que le film voulait dire, je trouve. Euh, et aussi, là j'y pense parce on voit passer une image du personnage de Kat. Pardon. Il y a ce dialogue aussi qui intervient avant le twist et donc avant qu'on sache que Iris est un robot, où en fait Iris confronte Kat en lui disant mais en fait juste avoue que tu m'aimes pas, et Kat elle lui dit c'est pas que je t'aime pas toi, c'est que je n'aime pas l'idée de ce que tu représentes parce que tu me fais sentir très remplaçable. Et en fait c'est pareil, ce dialogue
on voit bien que quand on sait que c'est un robot, enfin moi, c'est marrant parce que en fait j'ai plus apprécié ce dialogue la deuxième fois en ayant déjà vu le film, parce qu'en fait la première fois j'étais tellement en mode à quel moment le film va nous révéler qu'elle est un robot, et en fait je prenais trop les dialogues, tout ce qu'on voyait en premier degré, en mode comme si on devait savoir que c'était un robot. Or, en fait, ce dialogue-là est très fort justement parce qu'on sait pas à ce moment-là qu'elle est un robot et qu'encore une fois, tout ce que lui dit Kat fonctionne encore de la même manière du fait qu'elle soit un robot ou pas, et qu'en fait, Kat, de ce qu'elle décrit, elle, de sa relation avec Sergei, avec le russe, où elle dit, moi, en fait, juste, je suis là quand il a envie d'être là, je le satisfais sexuellement quand il a envie, et je moufte pas, et en attendant, je profite du cadre qu'il m'offre, voilà, avec la maison et tout. Et en fait, elle s'aperçoit au fur et à mesure du dialogue qu'elle est en train de décrire la même vie qu'Iris, qui elle a une vie de robot, qui est programmée pour satisfaire Josh. Donc ça aussi, enfin, quand on revoit le film, on comprend à quel point ces dialogues, même si en soi ils ont pas l'air incroyables comme ça, en fait, à quel point ils sont hyper bien écrits et hyper bien dosés, et ce qu'ils font sentir des personnages par petites touches comme ça, et encore une fois de la place des femmes, et du rapport entre femmes, etc. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est balèze. C'est pas, je dis pas que c'est révolutionnaire, je dis pas que c'est incroyable, que c'est brillantissime ou quoi, mais je trouve que c'est quand même vachement bien. Oui, notre Cray, oui, de toute manière, même si on sait que c'est un robot, effectivement, on sait pas à quel point il la désactive, enfin qu'il la désactive vraiment quand il dit ça, et on sait pas si juste il part du principe qu'il peut parler et qu'il peut lui parler comme ça parce qu'elle est un robot, ou du coup, est-ce qu'il peut lui parler comme ça juste parce que c'est une femme. La fin, la Sidonix, je me rappelle pas bien de la fin de Don't Worry Darling, je t'avoue. Je sais plus trop. Mais je veux bien te croire. Donc ça c'était un peu pour le sous-texte sur la place des femmes, mais je voulais également parler donc de la question un peu évidemment des intelligences artificielles, parce que j'ai passé mon temps là à dire que le fait que Iris soit un robot ou pas ça changeait rien. Certes, effectivement, pour l'essentiel du scénario du film, on est d'accord, mais évidemment qu'à une époque où on se fait de plus en plus envahir par les intelligences artificielles et que ça se devient absolument terrifiant, évidemment que la question de la robotique ça pose un peu question. La question ça pose question, oui bref vous m'aurez compris. Il y a une chose qu'a dit Francis Ford Coppola il y a quelque temps, avec laquelle je suis a priori pas d'accord, mais qui ouvre une réflexion extrêmement intéressante. Voilà. Coppola n'a pas toujours des réflexions intéressantes sur tout, on est d'accord, enfin surtout dans sa manière de se comporter avec la femme sur ses tournages, mais bref, bon, je ne vais pas revenir sur ce que je trouve, enfin, à quel point je trouve que son cinéma est brillant, etc. En ce moment, j'ai pas spécialement envie de saucer ce genre de type, mais on sait que évidemment, je trouve que son cinéma est brillant. Bref, toujours est-il il y a quelque temps, il a dit que, en fait, il n'était pas enfin, en fait, il se posait des questions vis-à-vis de l'intelligence artificielle parce qu'il disait à partir du moment où une chose est capable de faire des liens entre des éléments par elle-même, de plus ou moins réfléchir par elle-même, de simuler la vie. Enfin, je sais plus quelle était la liste qu'il posait exactement, mais en gros, il disait à partir du moment où une chose simule la vie à un tel point qu'on peut la confondre avec la vie, du coup, à quel moment est-ce que c'est pas de la vie? Et en fait, pour répondre à ça, c'est vraiment pas facile du tout, parce que on peut très vite tomber dans des considérations bah, finalement religieuses de en fait bah, c'est l'âme qui change quelque chose ou quoi, parce qu'effectivement quand on se retrouve face à un robot comme on a dans le film avec Iris, effectivement, on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui la différencie fondamentalement d'un humain. Alors, hein, c'est un peu ce qu'on disait sur le point aveugle du scénario, qui est qu'il faudrait partir du principe, effectivement, qu'à un moment donné, on arriverait à créer des intelligences artificielles qui soient aussi proches de l'humain. C'est pas sûr qu'on y arrive, c'est pas sûr que. Voilà, peut-être que rien ne se passerait comme dans le film. Mais on arrive quand même à un point où en fait on commence à tellement se faire remplacer par les intelligences artificielles que oui, forcément on est obligé de se demander si à un moment donné, à un certain stade, est-ce qu'elles vont ressembler, est-ce que cette fausse vie va tellement ressembler à la vie qu'il faudra considérer que c'est de la vie. Moi c'est un sujet qui me terrifie personnellement et je suis mon premier réflexe, c'est vraiment un réflexe de rejet, de me dire non, jamais ce sera comparable à de la vie, jamais ce sera comparable à des sentiments, ce ne sera toujours que de l'imitation. Mais en même temps, je ne sais pas jusqu'où ira ce progrès et je ne sais pas si je serai capable de tenir cette position très longtemps, encore une fois, sans tomber dans des considérations qui tiennent davantage de la foi et de la religion que du fait, que de la science. Euh, Pardon, je rattrape un peu vos messages. Euh,
En même temps, le twist, on se fait avoir par la scène de coucher. Oui, effectivement, ça j'ai déjà lu. Aussi, Iris qui porte tous les bagages à l'arrivée de la maison et Josh qui a les mains dans les poches. Mais alors ça, c'est pareil. C'est pareil, Amazing Top. J'en parlais encore l'autre jour avec une amie. On voit ça dans la vie de tous les jours. On a déjà vécu ça. Enfin, moi, je l'ai pas spécialement vécu parce que, Dieu merci, je suis sortie avec des mecs plutôt corrects. Mais on parlait toutes les deux avec cette amie, d'une amie qu'on a en commun, qui enfin, on a littéralement vu ça arriver, quoi. Euh, L'Auvergnat relou, c'est Westworld surtout, bonsoir. Bonsoir, alors j'ai pas vu Westworld, mais je veux bien te croire. C'est pas grave, je vais pas spoiler, mais ce que tu disais, ça ressemble sur le principe. Bah, je veux bien te croire, effectivement, la Sidonie, il faudrait que je le revoie un jour, enfin, si j'ai le courage. Euh, Et oui, l'Auvergnat, c'est ce qu'on disait, ouais, malheureusement, la bande-annonce spoil. Après, il n'empêche que le film est super, donc il faut pas hésiter à le voir quand même. Vraiment. Euh, La première bande-annonce disait peu de choses. Oui, le teaser, effectivement, c'était méga intriguant, ouais. Ouais, bah en fait, c'était la différence entre teaser et bande-annonce. Teaser, c'est toujours beaucoup plus court et beaucoup plus énigmatique, et souvent, bah, c'est bien de s'y tenir en fait. Et la bande-annonce, ouais, malheureusement, souvent révèle beaucoup trop de choses. Enfin, en tout cas, là, c'était le cas. Euh, Moi, pendant très longtemps, j'ai pas regardé les bandes annonces parce qu'effectivement, je préférais pas, bah, pour toutes ces raisons. Je préférais me laisser complètement surprendre par ce que j'allais voir. Et en fait, évidemment, qu'avec écran large et puis avec voilà, différentes activités, bah, en fait, je suis censée écrire sur les bandes annonces et je suis censée me tenir au courant de manière un peu plus. Enfin, je suis censée être informés à la place des gens qui veulent pas s'informer, quoi, on va dire, enfin qui choisissent de ne pas s'informer, donc justement pour garder la surprise, ou alors juste parce qu'ils comptent sur des médias comme écran large justement pour leur apporter des informations, donc je n'ai plus le luxe de ne pas regarder les bandes annonces, mais effectivement je trouve que c'est toujours mieux si on peut s'y tenir. Euh, Ah oui, non, mais je suis d'accord, Spooky, de toute manière, enfin, moi, les IA, je trouve que c'est atroce et que c'est. En fait, depuis que je suis gamine, je suis terrifiée par ce type de sujet. J'ai toujours adoré Terminator, parce on pourrait dire que Companion, en termes de timeline, ça se situe entre Terminator et nous. C'est un peu l'étape avant Skynet, on va dire. Et, euh, avant la guerre entre les humains et les machines. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours beaucoup aimé Terminator, mais petite, ça m'a vraiment terrorisé aussi ce type de questions. Même que j'avais commencé à écrire un roman, mais j'avais genre 8 ans, je pense. Donc le roman, j'ai écrit 2 pages, et puis à un moment donné, je crois que j'ai mal enregistré, ça s'est effacé, j'ai jamais recommencé. Mais l'histoire, j'avais déjà toute l'histoire en tête. L'histoire, c'était que, en fait, on était dans un futur dans lequel la Terre n'était plus peuplée que de robots et d'animaux surévolués qui avaient dû justement, comment dire, qui par ce réflexe de survie, de sauvegarde vis-à-vis des humains justement qui les, bah, en fait, qui les massacraient, qui les menaient à leur extinction, les animaux avaient fini par finalement développer des capacités hors normes et parvenir, on va dire, des sur-animaux. Et en fait, entre ces espèces de bestioles et les robots, bah, les humains s'étaient juste complètement fait massacrer, avaient disparu de la surface de la Terre, et ne restait donc plus que les robots et les animaux pour se livrer la bataille. Et donc en fait c'était l'histoire, enfin mon roman je voulais que ce soit l'histoire de cette guerre et qu'à la fin bah, les deux espèces finissent par s'auto-détruire complètement et qu'il ne reste plus que un spécimen qui fasse exploser la Terre. Enfin, bah, encore une fois j'avais 8 ans hein, donc c'était un peu con, mais toujours pour dire que ce genre de, de sujet m'a toujours fait très peur et toujours un peu obsédé. Et donc où je voulais en venir avec ça. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis très anti-IA, effectivement. Surtout que là, en plus, Geoffrey repartageait encore aujourd'hui sur les réseaux un article de Libération, je crois, qui explique à quel point en fait les médias web, donc comme nous, comme écran large, se font massivement remplacer par des IA en ce moment, avec des sites entièrement conçus par IA pour certains, et en fait avec des profils de rédacteurs qui sont inventés, en fait, qui ont certaines caractéristiques qui se retrouvent dans la manière dont ils écrivent les textes, avec des faux noms, des fausses photos de profil, etc. Et en fait pour singer les vraies rédactions de médias web qui existent comme nous et en fait qui finissent par nous effacer complètement. Donc en fait au-delà de la catastrophe écologique que c'est les IA, enfin de tous les problèmes que ça pose, que c'est horrible de toute manière et que ça donne envie de se flinguer, c'est vrai que là en ce moment nous on est en train de vivre des applications très très concrètes de ça. Et donc voilà, moi le postulat du film qui est de se dire qu'à un moment donné les sentiments d'un robot enfin oui, les sentiments, le ressenti d'un robot peut s'apparenter à l'humain. Moi, je veux dire, quand je regarde le film, il faut que j'accepte ce principe-là, ce qui n'est pas le cas dans la vie. Quand on l'accepte, voilà, je trouve que le film est top et tout. Dans la vie, je doute qu'on arrive un jour à ça, mais peut-être, on ne sait pas. Et en tout cas, il est temps, enfin en tout cas, c'est logique qu'on finisse par se poser la question. On voit souvent les mamans porter
tout le matos pendant que le mec marche devant. Donc il y a beaucoup de choses qui ont envie de ressortir là, dans le chat. Je bosse en magasin et combien de mecs attendent leur meuf dans leur voiture pendant qu'elles se tapent toutes les... Ah ouais? Ah ouais? Des mecs qui attendent que les meufs se tapent les courses et qui restent dans la voiture? Ah ouais? Putain, je pensais pas qu'on pouvait encore me surprendre sur les relations hétéro, mais là, waouh. Naïf mais choqué systématiquement, bah je comprends. C'est pas si mal pour une môme de 8 ans, oui, bah, heureusement que j'ai dit que j'avais 8 ans, quoi. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Candyman qui nous dit que Libération vient de porter plainte contre un site qui remixe son contenu avec une IA. Ouais, bah c'est... Ouais, malheureusement, je pense que on va passer beaucoup de temps à se battre contre ce genre de choses dans les années qui viennent. En revanche, donc, ce que je voulais dire vis-à-vis de ça... J'ai dit Coppola, problème global de l'IA, oui, ça j'ai dit. Terminator, j'ai dit. Ah oui, donc ce que je trouve très intéressant, c'est que le film dit bien qu'il est amoral de créer de tels robots. Parce que là, effectivement, comme le soulignait quelqu'un plus tôt dans le chat, on est dans une société où il faut accepter l'idée que les hommes, enfin n'importe qui en fait, peut s'acheter un robot companion, donc c'est-à-dire un robot hyper réaliste qui ne sait pas qu'il est un robot, qui va lui être entièrement dévoué et en faire absolument ce qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire que quand on a une scène où Josh reçoit Iris, avant qu'elle soit activée, le mec lui dit bah voilà, maintenant elle est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est terrifiant dans le sens où on sait que c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de certains mecs quand ils réussissent à sortir avec une meuf, parce que le nombre de fois, alors c'est arrivé avec l'affaire Pellico évidemment, mais on le voit aussi tous les jours sur Twitter, hein. Moi je vois le nombre de tweets que je vois qui me terrifient, de mecs qui disent mais en fait cette meuf c'est sa femme ou c'est sa meuf, donc le mec fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide, c'est sa meuf, il choisit. Et en fait il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent comme ça, et c'est terrifiant. Donc en fait, encore une fois, là, à ce moment-là, le fait qu'elle soit un robot ou pas, c'est un peu la même chose, c'est un peu pareil. Mais donc, le film pose bien le fait que c'est amoral, parce que surtout qu'à un moment donné, quand les réparateurs ils viennent justement chercher Iris, donc elle s'est tirée, enfin Josh lui a fait se tirer dans la tête, et donc ils viennent la chercher, la réparer, tout ça. Ils disent bien, à un moment donné, il y a un réparateur qui dit mais c'est clair que ce mec, il l'a trafiqué, il l'a débridé pour pouvoir en faire ce qu'il voulait, et il disait que en fait, on se rend pas compte d'à quel point, enfin dans cet univers-là, il y a des gens qui achètent des robots compagnons juste pour les enfermer dans leur cave et les torturer. Et je pense que c'est sous-entendu parce que dans le film, Josh explique que Iris peut pleurer, on voit qu'elle pleure, il dit que c'est un réservoir d'eau qui fait remplir à chaque fois qu'il l'emmène en révision. Elle est capable de pleurer, elle est capable de ne pas vouloir des choses, or, elle est censée au départ, elle est programmée pour lui être entièrement dévouée. Donc techniquement, le consentement devrait être systématique avec elle. Or, on voit bien à travers les pleurs et sa capacité à refuser des choses ou à être moyennement partante pour certaines choses, etc., que elle est l'absence de consentement est possible. Et en fait, je pense que ce que le film sous-entend avec la phrase du réparateur, etc., ce que ça dit, c'est qu'en fait, il se passe dans cet univers-là, dans ce monde-là, ce qu'on soupçonne qu'évidemment il se passerait, à la minute où ce genre de robot existera, évidemment que c'est ce qui se passera, c'est que c'est en masse des gens, essentiellement je pense des hommes, qui en achèteront pour effectivement faire subir tout un tas de fantasmes absolument horribles à ce qu'ils estimeront être des femmes, ou en tout cas une projection des femmes, et se libérer totalement sur les choses qu'ils rêvent en fait de faire à des femmes et qu'ils ne s'autorisent pas à faire par peur de représailles judiciaires tout simplement. Et je pense que en fait pour moi, là, avec ça, le film traite en sous-texte de choses extrêmement noires, extrêmement effrayantes et dégueu, qui en fait, il sous-entend par petites touches comme ça, sans le traiter de manière frontale. Et bref, sous-entend donc, effectivement, pour moi, c'est très clair, le film dit bien, je pense que le fait que ce type de robot existe, c'est amoral. Malgré le progrès de la technologie, malgré voilà, tout ce que ça peut représenter, enfin, je veux dire, ça ne peut jamais être bien que ce type de robot existe. Mais, plus important, parce que la question qui pose au-delà de ça, parce qu'évidemment, bon, ce type de robot est créé, mais comme l'IA aujourd'hui, c'est pas moral, ça fout un nombre de gens pas possible dans la merde, c'est une catastrophe écologique, tout ce qu'on veut. Toujours est-il que c'est créé. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, ça existe, parce que malheureusement, les gens qui s'en occupent, enfin en tout cas qui créent ces choses-là, en ont absolument rien à péter. Donc, il se trouve que ça existe, et en fait, le jour où on arrivera à un stade donc, hypothétique, potentiel, je ne sais pas, où l'intelligence artificielle
sera semblable à la vie humaine plus ou moins. Encore une fois, moi je doute très fort que ça puisse arriver, mais admettons, en tout cas qu'on sera dans l'imitation quasiment parfaite de l'intelligence humaine, quasiment parfaite des sentiments humains, même si la création de cette IA est amorale, euh, est-ce qu'il est moral de la supprimer? Parce qu'en fait, tout le long du film, on est du côté d'Iris, on s'identifie à elle, encore une fois, par plein d'aspects, parce que en fait, il n'y a pas de différence entre elle et un humain, et entre ce qu'une femme subit et ce que subit elle en tant que robot au cul. Euh, En fait, même si sa création est amorale, est-ce qu'il est toujours moral de la supprimer, de la tuer? Et le film nous fait bien comprendre que non. À la fin, au bout d'un moment, elle ressent suffisamment de choses, elle s'est suffisamment émancipée. Et de toute manière, même si elle n'était pas suffisamment émancipée, parce qu'encore une fois, c'est jamais qu'une métaphore pour les femmes tout court, les femmes qui ne sont pas des robots, même les femmes qui sont complètement sous emprise, ou en tout cas qui ont des modèles extrêmement misogynes intégrés, etc., et qui jouent contre leur propre liberté, en fait, pour autant, elles ne méritent pas d'être supprimées. Et donc, c'est ce que nous dit le film. En fait, ça vaut pour les femmes, mais en fait, ça va finir par valoir aussi pour l'intelligence artificielle au bout d'un moment. Enfin, peut-être. On ne sait pas. Ça dépend quel chemin prend cette espèce de progrès qui n'en est pas un. Euh, Même si la naissance de la chose est amorale, est-ce que pour autant c'est amoral de s'en débarrasser une fois qu'elle existe? Et c'est pas facile de répondre à cette question. Euh, Pas facile du tout, et je trouve ça très intéressant que le film la pose maintenant. Je pense que c'est important. Je sais pas, est-ce que vous avez des avis sur la question dans le chat? Pas d'avis. On est loin de l'IA avec des sentiments, mais c'est vrai qu'elle nous fout un peu dans la merde sur bien des plans déjà. Oui, 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 absolument. Mais de toute manière, après, c'est vrai qu'on peut étendre parce que là, même si pour l'instant on n'est pas à un stade où l'IA est semblable à l'intelligence humaine et qu'on est encore bien loin d'un stade où on pourrait avoir des scrupules à la désactiver, à la supprimer, euh, on pourrait commencer à avoir des scrupules à la retirer sur les quelques terrains où elle a pu représenter. Parce qu'on prend toujours l'exemple de la fameuse IA qui réussit à détecter un cancer du sein en avance et a donc à sauver la patiente, etc. Oui. Il y a des terrains sur lesquels ça va devenir difficile. L'IA va prendre tellement de place qu'au bout d'un moment, elle sera tellement intégrée là, à nos sociétés qu'il y a des terrains sur lesquels ça va devenir difficile de moralement justifier de revenir en arrière et de la supprimer. C'est ce stade qu'il faudrait auquel il faudrait ne pas accéder. Et en même temps, du coup, est-ce qu'on peut moralement vouloir de ne pas y accéder si ça représente de sauver des vies par plein d'aspects, etc. Alors, il se trouve que je pense que oui, mais c'est une position qui n'est pas forcément toujours facile à tenir philosophiquement si on pousse la réflexion jusqu'au bout. Ouais, Silverbarb, effectivement, je suppose, dans l'idéal. Dans l'idéal, mais voilà, elles vont. En fait, le problème, c'est que ça risque d'être là demain, quoi. On ne sait pas, mais ça risque. Vous me direz, c'est des questions qui étaient déjà un peu posées dans Terminator, mais pour le coup, dans Terminator, il était quand même beaucoup, beaucoup moins vrai enfin, beaucoup moins question de vrais sentiments et de dimensions réellement humaines, quand même. Pour le coup, on était plus sur, enfin, Terminator 2, en tout cas, sur la manière dont on pouvait s'attacher à une machine plutôt que la manière dont une machine peut s'attacher à nous, on va dire. Euh, Là, on est quand même plutôt vraiment plus dans une hypothèse où, en fait, l'humain et l'IA sont quasiment indiscernables, quoi. Quand je vois les chiens robots déjà de Boston Dynamics qui sont martyrisés, ah ouais, déjà que je trouve ça immoral, il ressent rien ce chien robot, n'empêche que c'est un geste de gros con et j'ose à peine imaginer ce que certains font déjà avec des robots sexuels qui existent déjà. Je suis complètement d'accord. La Sidonix, c'est en fait ce que tu dis, tu vois, me ramène à la réflexion que j'adore dans Orca. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je parle tout le temps d'Orca, qui est vraiment un de mes films préférés que je trouve brillant, 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 brillant. Et j'en parlais quand on l'a passé justement au vidéoclub, enfin pas au vidéoclub, au ciné-club d'écran large il y a quelques temps. Dans Orca, il y a cette... parce que j'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi est-ce que moi ça m'arrive de voir quelqu'un... Alors non seulement je supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux, genre même aux insectes, ce genre de choses, mais parfois j'avais du mal à m'expliquer pourquoi je peux trouver violent que quelqu'un casse un objet ou que moi-même je casse un objet de manière gratuite, même quand ça n'a aucun impact, même quand ça ne cause de tort à personne, de tristesse à personne. Pourquoi est-ce que le fait de briser quelque chose, je peux trouver ça violent ou y décerner un fond d'amoralité alors que en soi ça ne devrait pas, parce que je ne fais de mal absolument à personne. Et il y a complètement la réponse dans Orca que je trouve brillante. C'est le moment où le héros
qui n'est pas toujours quelqu'un de bien, va voir un prêtre et lui demande si on peut pécher contre un animal, et que le prêtre lui répond un péché se commet toujours contre soi-même. Et qu'en fait c'est ça la réponse, c'est que dans un acte violent, la chose qui nous fait comprendre que c'est amoral, c'est pas l'effet sur la personne qu'on fait souffrir, c'est la manière dont on se dégrade nous. C'est la manière, et sachant qu'en se dégradant nous, à partir du moment où on manifeste la possibilité qu'on a en tant qu'être humain de se dégrader de cette manière, d'agir de cette manière, ça touche l'ensemble de l'humanité. Donc en fait c'est pour ça que c'est grave un péché, même comme le dit le prêtre dans Orca, même contre un brin d'herbe. C'est la manière dont on s'abîme nous-mêmes, la manière dont on se tire vers le bas, dont on se dégrade, et en fait dont on ne fait pas honneur à notre nature humaine et à notre morale en agissant d'une certaine manière. Et c'est ça en fait qui définit le péché plutôt que l'effet sur son entourage. Même si évidemment que la victime d'un péché est évidemment à prendre en compte et que plein de choses, tout ce que vous voulez, mais on va dire que le premier truc qui nous fait ressentir la moralité d'une action, et qui fait que la moralité n'est pas définie par justement l'effet immédiat sur une potentielle victime, c'est le fait que, encore une fois, c'est ce que ça dit de notre propre nature et de notre laisser-aller, enfin en tout cas de notre complaisance à dégrader sa propre nature et donc la nature de l'humanité plutôt que d'essayer de l'élever à travers son comportement personnel. Et donc évidemment que en fait Companion ça rejoint aussi ce type de questionnement. Tu l'as bien dit à l'instant T, si c'est un être doué de sensibilité, sa vie vaut le coup d'être défendue, mais le plus important c'est de ne pas en arriver là. Ça marche avec Jurassic Park aussi, absolument Spooky. Oui, effectivement, toutes les vies ne valent pas la peine d'être créées, en fait, c'est aussi une question qu'on pourrait poser. Hein. A obtenu un message pour la... Attends. Faire gaffe, hein. Je suis désolée, hein, on me pose une question. Enfin, Twitch me fait ressortir un message, je vois si je l'autorise ou pas. Oui. Pardon, c'était le message de la Force Rose qui était retenu pour potentielle misogynie parce qu'il y avait le mot saloperie. Mais ça va, on a encore le droit de dire qu'il y a des choses qui sont des saloperies, surtout si c'est pour parler d'IA. Il faut faire gaffe en termes de sémantique à ne pas confondre les programmes informatiques qui relèvent des algorithmes et des puissances des calculs, etc., qui sont super utiles en médecine et qu'on appelle IA à tort, et ces saloperies d'IA générative. C'est vrai, la Force Rose. Merci pour la précision, c'est vrai que pour le coup, je suis beaucoup dans le rejet et dans la méfiance vis-à-vis de ce genre de choses, et en même temps, je reconnais très volontiers que j'y connais pas grand chose et que donc je peux pas avoir un avis extrêmement précis quand on rentre dans ce genre de détails et que je fais sûrement des approximations. Hello Monstro, tu dis genre en mode pente glissante, le fait de faire une action violente va nous encourager et de le faire dans d'autres contextes. Oui, si on tire les choses, oui, ça peut être ça, Monstro, mais en fait, même si tu le fais pas dans d'autres contextes, il y a un moment donné, tu laisses exprimer quelque chose de ta nature qui ne t'élève pas, qui ne va pas vers la réalisation de la meilleure version de toi-même, et t'as même pas besoin que ça se répète pour que ce soit une forme de dégradation, tu vois. Parce qu'encore une fois, la dégradation, c'est toi qui la vis, c'est en toi qu'elle s'opère, même si personne n'en est témoin, même si personne n'en souffre. J'ai pas vu Orca, donc j'ai pas beaucoup de contexte. Mais écoute, voir Orca, il faut voir Orca de toute manière. J'ai pas vu le film. Est-ce que le fait de montrer de la violence frontalement contre le personnage principal ne risque pas de créer une certaine forme de validation de cette violence en créant du voyeurisme par exemple? Dans ce film-là, je pense vraiment pas, Silver Barb. Pour le coup, je pense vraiment pas. Parce que le personnage de Sophie Thatcher subit peu de violence très frontale, même si tout le contexte de ce qu'elle vit, etc. est violent, mais vit peu de violence frontale, et pour la scène dont je parlais de pure violence domestique, pour le coup elle s'en prend plein la figure, encore une fois, pour moi, là, le ton du film, vraiment, est vraiment univoque sur le fait que là, il nous fait basculer dans quelque chose de très grave, qui est, enfin ouais, moi je pense pas du tout que le film tombe dans ce travers-là. C'est quelque chose qu'on peut trouver parfois au cinéma. Là, dans le cas de Companion, je pense vraiment pas. Je trouve pas. Après, évidemment qu'on peut avoir des avis différents. Il faudrait que tu vois le film et que tu te fasses ton avis à ce niveau-là. Moi, ça m'a pas dérangé. Or, c'est le genre de choses auxquelles je suis plutôt sensible d'habitude. Puis même les IA génératifs, c'est pas vraiment des IA, c'est des algos qui alignent les mots les uns après les autres selon les calculs statistiques. Elles n'ont même pas conscience de ce qu'elles racontent, dessinent. Ah, tu l'as revu grâce à Marocco? Oh, bah, je suis ravie que tu aies revu Orca grâce à Marocco. Effectivement, c'est excellent. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, la Sidonique. C'est pour ça que je dis qu'on est encore loin, évidemment, d'un cas comme celui des Compagnons. Et encore, dans le film, évidemment, qu'on n'est pas complètement dans la tête d'Iris.
Et qu'en fait, ce qu'elle identifie comme des sentiments, on peut pas savoir, nous, à quel point ça ressemble à des sentiments. Mais ça en a l'apparence. Et en fait, toute la subtilité, c'est là. C'est en fait, on peut jamais vivre les choses à la place de quelqu'un d'autre, que cette personne soit un robot ou pas. Et donc, en fait, on peut jamais vraiment dire qu'en est le sentiment, qu'en est l'épreuve de la vie elle-même, enfin la vie humaine, qu'en est l'humanité. Et à partir de là, ben, à partir où se situe la morale, etc. Donc c'est très compliqué, hein. Mais si on étend ça, c'est même des débats qui s'étendent à... Comment dire, c'est des questions qui tournent autour des animaux, hein. Pendant longtemps, les animaux ont été considérés comme des objets par des philosophes comme Descartes, par énormément de gens. C'est pour ça qu'on se permet encore de les massacrer par millions, par milliards chaque jour, parce qu'on considère encore que c'est... des formes de vie moindres, en tout cas pour les gens qui sont pas antispécistes, qui est la très large majorité de gens. Euh, et donc à partir de là, qu'est-ce que je veux dire? Donc on hiérarchise, on considère que les sentiments, pourtant c'est manifeste que les animaux ressentent la douleur et ont comment dire, des sentiments. C'est manifeste, on le sait, ça se voit. À partir du moment où vous le niez, c'est quand même que vous le niez parce que ça vous arrange, parce que vous bénéficiez d'une manière ou d'une autre de l'industrie qui les tue, ou je sais pas, je suis pas en train de vous juger ou de vous accuser ou quoi. Soyez vegan quand même, mais voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, on décide quand même de partir du principe que ce sentiment, que ces sentiments, que ces ressentis, cette capacité à sentir, etc., valent moins, ne sont pas spécialement à protéger plus que ça. Et c'est aussi une question qui s'est... Bah, en fait, c'est des questions aussi par moment, et surtout en ce moment, qui se posent, mais c'est horrible, hein, mais vis-à-vis des gens qui souffrent de handicap. Il y a des gens qui sont tellement handicapés ou tellement malades qui en fait parfois ne peuvent pas parler, ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas voir, enfin ont malheureusement des vies extrêmement limitées, en tout cas dans l'extérieur, dans ce qu'on en voit évidemment, et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Et à partir de là, il y a des questions qui se posent du coup, mais c'est quoi, je ressors des cours de philo, hein, me cancellez pas pour ce que je suis en train de dire, mais parfois les questions légitimes se posent entre, mais en fait, à quel moment du coup est-ce que c'est plus moral de tuer une vache que de tuer une personne tellement handicapée qu'elle ne peut absolument pas s'exprimer, ni... Enfin, pas s'exprimer, c'est pas un critère suffisant, évidemment, mais qu'elle ne peut pas ni bouger, ni comprendre ce qui se passe autour d'elle, et que en fait, elle est nourrie par une autre personne, etc., etc. Et en fait, à partir de là, enfin, où est-ce que tu situes le curseur pour dire qu'une conscience est suffisamment évoluée entre guillemets, enfin, parce qu'encore une fois tu peux pas être dans la tête des personnes, tu sais pas à quel point la vie d'une personne qui souffre tellement de handicap qu'elle passe sa vie allongée dans un lit et qu'elle ne peut pas vivre par elle-même, tu peux pas savoir ce qui se passe dans sa tête et à quel point elle estime que sa vie vaut la peine d'être vécue ou pas. Et surtout, c'est des individus différents, donc il y en a certains qui sûrement dans cette situation trouveront que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et il y en a qui trouveront peut-être que leur vie vaut la peine d'être vécue, donc tu peux pas savoir. Et du coup, est-ce que le curseur, c'est simplement la différence d'espèce? C'est simplement le fait d'être un animal ou un humain? Et dans ces cas-là, pourquoi est-ce que ça devrait être un critère suffisant, puisque les deux, un animal non humain et un humain sont sentients l'un et l'autre. Donc pourquoi situer comment dire, le curseur à cet endroit-là? Et donc, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que quelque chose qui ressemble à de la vie et à des sentiments, etc., si ça finit par arriver, et qu'on ne peut pas se mettre à la place de ce qui se passe dans la tête, etc., et de comprendre où commence la conscience, où commence le sentiment, parce que ça reste des mystères complets dans la vie, bah en fait, où est-ce qu'on peut placer le curseur? Et donc, où est la moralité, et où est la moralité? Absolument, Thorax. Euh, Je posais la question parce que la plupart des films que j'ai vus sur le sujet me semblaient avoir un point de vue au mieux ambigu, Silverbarb, ou très maladroit. Euh, Excuse-moi, de quoi on parlait à ce moment-là? Ah oui, d'accord, oui, bah, je comprends. Euh, C'est vrai, Thorax, vous êtes peut-être tous des robots, et moi pas. J'aime bien cette théorie. Non, je plaisante, c'est absolument terrifiant. C'est pour ça que l'eugénisme a mené aux pires idéologies qui existent, c'est vrai. C'est clippé hors contexte, putain, ça y est, c'est donc le jour où je me fais cancel. Euh, mais bref. Et donc évidemment que toutes ces réflexions existent dans Companion à différents degrés. Je ne pense pas que ce soit le degré de conscience qui nous motive à faire des trucs du genre. Cette discussion, là, c'est juste une manière de justifier les actions qu'on fait de base, genre manger les animaux. Euh,
Ben, ça dépend, Monstro. Enfin, moi, je suis d'accord pour dire qu'évidemment, les gens qui hiérarchisent justement les consciences comme ça sont effectivement une manière, c'est une manière de se dédouaner de massacrer des animaux par milliers. Et voilà, mais je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais aujourd'hui, ça ne concerne pas que les animaux, puisque arrive maintenant la loi sur la fin de vie, que, alors moi, naïvement, j'ai longtemps espéré tout simplement parce que je pensais que la loi sur la fin de vie, ça allait concerner essentiellement des gens qui, justement, réclamaient un droit à mourir dans la dignité à un stade où, en fait, c'était plus possible de vivre sans souffrance extrême, etc. Et où, en fait, bah, j'ai bien vu que maintenant, le problème que ça pose, c'est que la loi sur la fin de vie, elle va essentiellement concerner des personnes qui n'ont plus les moyens de vivre décemment à partir d'un certain âge ou à partir de certains handicaps, d'une certaine vieillesse, enfin d'une certaine impossibilité à vivre décemment dans les conditions que permet notre société aujourd'hui, c'est-à-dire des conditions absolument horribles. Et que c'est pas pour rien si aujourd'hui les personnels d'hôpitaux et de soins palliatifs essentiellement sont contre cette loi, parce que pour eux, ils voient bien en fait la dérive que ça va entraîner, et absolument pas juste une mort dans la dignité, mais juste un abandon de la vie pour les gens qui ne sont pas riches et bien logés comme les gens justement qui veulent faire passer cette loi. Donc bref, tout ça c'est là dans le film on a l'exemple du robot qui est très humain, mais évidemment que c'est une question beaucoup plus large. Absolument la Sidonix, ben oui, complément. Que la hiérarchie, oui, c'est Gaza, c'est un excellent exemple de la manière dont on peut hiérarchiser pardon, les vies. Mais tu y viendras à l'antispécisme, pas de souci. La loi sur la fin de vie peut être utilisée de manière effroyable selon le gouvernement qui nous dirige. C'est clairement pas le moment de la faire passer. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ouais, c'est absolument ça. En ce moment, c'est vraiment pas pour les bonnes raisons. Je pense que cette loi commence à se préciser et c'est absolument terrifiant. Euh, ça a déjà lieu au Canada? Ah, peut-être bien. J'ai pas suivi, mais je sais plus si ça me dit quelque chose, peut-être. Mais ouais, non, c'est absolument terrifiant et enfin, je sais pas. Enfin, en ce moment, de toute manière, il y a pas une info qui me donne pas envie de me flinguer toutes les minutes, donc de toute manière, tout est terrifiant. Parfois, je ne sais plus quoi dire. D'ailleurs, si je m'exprime assez peu sur les réseaux en ce moment, j'avoue que c'est parce que en fait, je pense que comme beaucoup de gens, je suis dans un état de sidération constant. Euh, une sorte de sidération face au nombre de nouvelles absolument mais angoissante et comment dire mais oui mais terrifiante et désespérante et apocalyptique qui nous tombe dessus à la minute que enfin et en fait on a une sorte je trouve qu'on baigne en ce moment dans une sorte de sentiment que en fait la fin du monde elle arrive très très vite là ou la fin de nous en tout cas je sais pas et que et pour des raisons horribles et parce que et à cause de gens absolument détestable. Enfin, je vais pas me lancer là-dedans, mais en ce moment, c'est vraiment la grosse déprime pour tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que, ouais, en ce moment, j'ai du mal à m'exprimer un peu sur les réseaux parce que tout me semble extrêmement vain et désespérant et que je ne sais pas quoi ajouter au schmilblick. Et bref, Compagnon, sous ses airs extrêmement fun, réussit à tenir un discours vraiment pertinent et moderne dans toutes ces questions-là, justement, et dans le climat actuel, et voilà, le faire de manière relativement à la fois pertinente et légère, c'était pas facile, et c'est très réussi, je trouve. Ah, c'est... Ah oui, d'accord, la Sidonix. Ok, bah super, ouais, mais enfin ça, effectivement, ça va arriver très vite par ici aussi. Euh, Bref, là ça fait un moment du coup qu'on est juste dans le cercle de la déprime et qu'on parle moins du film, donc peut-être qu'on va s'arrêter là, à moins que vous ayez encore des remarques à faire. Sur le film du coup, parce que après c'est pareil, je veux dire, je vais pas me lancer trop précisément dans des sujets que je maîtrise pas assez, mais bon, tout ça pour dire que c'est la merde et qu'on flippe et que allez voir Companion parce que c'est un film qui vous parle bien de ces sujets-là, tout en vous donnant le sourire malgré tout, en tout cas le temps que le film dure, et que c'est pas facile. Ah oui, puis j'ai parlé du fait que le rythme était très bon, mais il y a aussi une très bonne utilisation des chansons pop dans le film. Il y a vraiment des moments où tout à coup je reviens au film, mais des moments où le montage et le montage, les cadres, tout ça font qu'il y a des moments qui sont durs dans ce qu'ils racontent, mais qui sont tellement élégants dans la manière dont ils sont transmis à l'écran et tellement chouettes et tellement réconfortants. Et encore une fois, je parle enfin, je parle de moments plutôt, pour le coup, plutôt cool, même si le message, enfin, le fond du film, c'est des sujets durs. Il y a des moments plutôt cool et voilà, il y a vraiment il y a des moments du film qui sont des caresses esthétiques, pas forcément des caresses exactement dans ce que ça décrit, mais des caresses esthétiques. Et encore une fois, voilà, il arrive à aborder ces sujets-là
pas toujours très en profondeur, alors que c'est vrai que parfois il pourrait prendre plus de risques aussi bien à la mise en scène que dans les réflexions qu'il mène qui pourraient pousser un peu plus loin. Mais en tout cas, il arrive à sous-entendre énormément de choses avec intelligence, pertinence et surtout beaucoup de fun, alors que c'était pas évident. Donc bravo Companion. Et donc j'ai très hâte de voir ce que fera Drew Hancock par la suite parce que j'espère que ce sera de la même trempe. Avec peut-être plus de prise de risque, j'espère. Euh... Si on arrive en 2026, je serais content, mais pour en revenir à la subtilité de The Substance, ce film, et peut-être même Barbie, vu le backlash notamment anti-féministe, pas le time d'être subtil. Ouais, bah alors le problème c'est que Barbie pour le coup c'était vraiment pas féministe je trouve, mais oh, on va pas se relancer dans Barbie parce que vraiment ce film... Ah. Mais complètement d'accord pour The Substance, oui. Et effectivement Companion, je pense qu'il va saouler les mêmes personnes. Hello MT Maker, bah alors je suis désolée parce qu'on était vraiment en train de se dire quasiment au revoir. Une mandale esthétique, ouais. Ah, l'affiche, eh bien, oui, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé sur les réseaux, mais j'en ai pas parlé dans ce stream. L'affiche, je l'aime beaucoup et je voudrais vraiment l'avoir chez moi. Je sais pas si... T'en penses quoi pour vendre justement ce joli cocktail de sujet Bah, je trouve que c'est pas mal. Après, ouais, je sais pas à quel point... Enfin, bah si, en fait, si, une fois qu'on a vu le film, on voit que l'affiche, elle est plutôt habile, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que pour le coup, elle vend quand même pas tout le film. Elle annonce des choses, mais elle vend pas tout le film quand vous ne l'avez pas encore vue, donc c'est plutôt cool, elle est intrigante par plein d'aspects, sans trop en dire. Et en tout cas, je la trouve super, elle est très simple, mais je la trouve vraiment très chouette, et j'ai très envie de l'avoir chez moi. Désolée MT Maker, mais merci d'être passé en tout cas. Écoutez les amis, on va peut-être se dire bonne soirée du coup. J'espère que j'ai convaincu certaines personnes d'aller le voir, malgré les spoilers. J'espère que les gens qui l'ont vu l'ont globalement aimé, etc. Et surtout, j'espère que je vais pouvoir restreamer bientôt des jeux et tout. Je sais que, putain, j'ai toujours pas terminé Immortality. Il y a tellement de jeux dans lesquels j'ai envie de me lancer, mais en même temps, j'ose pas trop tant que j'ai pas fini Immortality. Et je rappelle, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à précommander Un genre à soi, le livre d'entretien sur le cinéma de genre dont j'ai écrit la préface chez Playlist Society. Ah oui, je vous ai même pas dit qui y avait dans les entretiens, parce que donc c'est un livre d'interview de professionnels du cinéma de genre, mais je vous ai même pas dit qui était interviewé. Donc nous avons Cassandre Varno, donc qui est productrice, Ludovic et Zoran Boukarma, qui sont réalisateurs, donc réalisateurs de Teddy et de l'année du requin et de leurs enfants après eux, Olivier Alfonso et Frédéric Lenné qui ont fait quand même les maquillages et les effets spéciaux d'un film comme The Substance par exemple, donc, et aussi Le règne animal peut-être, parce que je sais qu'il est question du règne animal longuement dans une interview, et du coup ça doit être avec Sébastien Lenné. Bon, en tout cas voilà, ça c'est passionnant. Manuel Dacos qui est directeur de la photographie de Julia Ducournau, Sébastien Venicek qui est donc réalisateur de Vermine, Marc Missonnier qui est producteur des films sous le label Insomnia, et Coralie Farja, donc réalisatrice de The Substance évidemment. Donc tous ces entretiens que je n'ai pas dirigés, mais qui sont là quand même, sont à retrouver dans ce livre chez Playlist Society. C'est un petit livre qui se lit rapidement, hein, qui est passionnant et qui se lit rapidement. Et donc encore une fois, j'ai écrit la préface sur le renouveau du cinéma de genre français. Donc n'hésitez pas, voilà. Et si vous avez envie, donc dans le cadre des Mycéliades, demain, je présente Matrix à Tours. Une projection de Matrix, on va regarder le film et ensuite on va en parler ensemble. Et le lendemain, le dimanche, à Jouer les Tours, je donne ma conférence sur la représentation du corps féminin dans la science-fiction. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous voulez en savoir davantage sur mon programme sur les Mycéliades. C'est surtout sur les réseaux, enfin en story Instagram et sur Blue Sky, etc. que je tiens à informer à ce niveau-là. Bref, eh bien merci beaucoup tout le monde, merci pour le lien, merci à la Sidonix, merci Silverbarb, tout ça, merci. Merci Chino. Thorax, tu vois déjà 3 films demain, bah écoute, c'est très bien. Il faut aller au cinéma, bravo. C'est au moins quelque chose qui nous reste pour le moment. Merci à tous d'avoir été là et je vous dis à très vite, j'espère. Bisous.